Et bonjour, petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une nouvelle VOD sur la lecture de En toute puissance de V6. On se retrouve donc du coup plus particulièrement sur la partie de l'altruisme internalisé. Ça fait un petit moment nous que sur le chat on n'a pas trop fait de lecture parce que en fait j'ai raté un jeudi où j'étais pas là en stream et jeudi dernier on n'a pas fait de lecture parce que je sais plus pourquoi, on a regardé des vidéos, on a fait du react mais du coup on n'a pas fait de live lecture. Donc nous ça date un petit peu, ça doit faire 3 semaines qu'on n'a pas fait de lecture là, ça date un peu. Toujours est-il que comme tu le vois nous avons changé des choses incroyables. Nous avons changé le visuel. Tu as maintenant une VOD où tu vois le chat. Donc YouTube peut te dire bonjour. Twitch peut dire bonjour à YouTube. Voilà. YouTube, tu peux toujours pas dire bonjour à Twitch. Enfin, tu peux tenter dans les commentaires, mais ça marche moins bien quand même. C'est un peu moins fonctionnel. Mais tu peux tenter, on ne jugera pas. Mais par contre, le chat peut, s'il le souhaite, te dire bonjour. Et ça c'est cool. Ça, c'est cool. On est parti pour la lecture. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, que ce soit en commentaire, YouTube ou sur le chat, à faire des réflexions, des retours, à proposer un exemple que vous connaissez, qui vous parle. Bref, voilà quoi. C'est fait pour, c'est Vulgari Jeudi, c'est là pour ça. Construction, l'altruisme internalisé. On a vu avec Snowden comment progressivement il a en quelque sorte percé les illusions pseudo-libres pour lesquelles il n'était pas pleinement motivé de façon autonome, et les éléments qu'il a trouvés cachés derrière l'illusion. Je pense que par contre, je me fais la réflexion, la musique est peut-être un peu forte. La musique est peut-être un poil fort, je vais baisser un tantinet. N'hésitez pas à me dire sur le chat si la musique est trop forte. Tout à l'heure, on était en live lecture d'articles, donc c'était moins important. Si là, à un moment donné, la musique elle est trop forte, n'hésitez pas à me le dire. La surveillance massive des citoyens, au même titre que n'importe quel régime dictatorial, l'ont hautement perturbé. Puis il a fait le choix le plus difficile, qui demandait le plus de courage et de sacrifice, parce que ce choix était autodéterminant, c'est-à-dire qu'il collait plus à ses valeurs, à ses ressentis, à ses réflexions, etc. Et il estimait que les personnes étaient en droit de connaître ce secret, afin qu'elles aient aussi le choix. Mais parfois, les individus semblent rester bloqués dans les motivations extrinsèques, non intégrées, et s'accrochent aux illusions malgré le signe de souffrance d'autrui, d'eux-mêmes, comme on a pu le voir avec HP, ou encore avec la caisse d'épargne. Il est parfois trop tard, la levée des illusions se fait dans la violence, après des années de harcèlement. Comme on l'a vu avec l'extension de la soumission à l'autorité, il y a comme une bataille entre soumission et aversion à la souffrance, et parfois les individus coupent toute empathie pour continuer à se soumettre. Quand l'illusion est levée, la prise de conscience est aussi à très haute conséquence pour eux. C'est exactement le même processus qui s'est déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale, excepté que le travail avait une tournure dramatique beaucoup plus massive et gravissime. D'où l'importance aussi de trouver des solutions en temps de paix, ou dans des contextes moins oppressants, car même si cette soumission à l'autorité n'est pas si grave, elle reste tout de même un processus dangereux à disposition de la domination. Il me semble déraisonnable de simplement espérer que les dominants soient raisonnables ou plus empathiques. Les études sur l'orientation de la domination sociale, les SDO qu'on verra en extension, nous montrent l'exact contraire. Les dominateurs sociaux ont justement pour caractéristique l'anticompassion, le rejet de l'altruisme, et il est beaucoup plus difficile de les faire évoluer que les non hauts scores en SDO. Les détrôner ne sert à rien, puisqu'il y aura toujours un trône à occuper, et qu'ils ont appris qu'ils le méritent, et qu'il est bon d'y régner. Mais il n'y a pas que des dominants qui se complaisent dans leur SDO, et des soumis qui composent avec des compartiments et des extinctions d'empathie, pour continuer à obéir sans avoir l'impression d'obéir. On a déjà vu des formes de libération de ces catégories. Par exemple, pour Weber, la libération a été de côtoyer un environnement social, l'université, qui ne fonctionnait pas sur la base de la soumission, mais davantage sur son autonomie, puis de s'engager plus dans celle-ci. Cela a posé des bornes à ce qu'elle ferait dans l'entreprise, le jeu de la promotion a atteint ses limites, et cela a laissé apparaître le quotidien, ses effets réels, concrets, qui vus sans illusion sont apparus tels qu'ils étaient, ennuyeux, pénibles, n'ayant pas beaucoup de sens. Weber, pour ceux qui du coup ne se souviennent pas sur le chat, et peut-être également sur les gens qui sont sur la rediff YouTube, c'est la personne qui du coup était en études et qui avait pris un emploi un peu par hasard à la base, à McDonald's, où elle était équipière, je crois, ou quelque chose comme ça.
Et en fait, au fur et à mesure qu'elle a avancé dans ses études, qui étaient en sociologie ou en psychologie, je sais plus, mais quelque chose comme ça, elle s'est rendue compte en fait de tous les mécanismes qu'il y avait dans son entreprise. Elle avait justement perçu de plus en plus elle s'enfonçait et plus elle était partie prenante et plus elle était, comment dire, en pleine conscience pour le coup, des éléments de son travail, plus elle était profondément aussi incluse dans son parcours académique, plus elle voyait justement toutes les dérives et tous les problèmes que cela posait et à quel point c'était finalement des situations qui, au sein du travail, étaient ennuyeuses, n'étaient pas intéressantes, étaient pénibles et voire même ne servaient en fait qu'à mettre de la pression constante en fait à elle-même ou à ses collègues. Tout l'environnement de travail en fait était extrêmement dommageable. On va dire ça comme ça. On pourrait dire que de jouer pour réussir dans un environnement social ouvert, qui accepte totalement qu'elle étudie McDonald's pour vanter les bienfaits de son management, alors que ce n'est clairement pas un point de vue populaire ni à la fac ni ailleurs, donnant plus qu'exploitant, amène à voir les environnements sociaux sapants tels qu'ils sont, à savoir manipulateurs, illusoires, exploiteurs. L'ouverture à d'autres environnements sociaux semble donc fondamentale lorsqu'on est sous emprise d'environnements autoritaires, pour s'enfuir, pour guérir, ou pseudo-libre, pour lever les illusions, pour prendre conscience, retrouver son autonomie, en enlevant des motivations introjectées ou compartimentées. McDo qui a fermé en Russie d'ailleurs, j'ai vu qu'effectivement il y avait pas mal de mesures qui sont faites à différents endroits. Pour moi c'est du foutage de gueule. Pourquoi est-ce que c'est du foutage de gueule? Parce que en vrai, la seule chose qui est concrète derrière, c'est que c'est les populations les plus précaires qui se retrouvent encore dans la merde. Quand vous avez les banques, par exemple, qui ferment les comptes russes ou quoi, bah au final, ceux qui vont se retrouver le plus dans la merde, c'est les gens qui sont déjà dans la merde. C'est pas spécialement Poutine, c'est pas spécialement le gouvernement russe. Donc je trouve ça très discutable quand vous avez une chaîne comme McDo qui vient fermer ses établissements en Russie. Parce que je sais plus si elle a fermé ses établissements ou quoi. Mais en gros, je trouve que c'est tellement discutable parce que justement, bah, en fait, tu portes pas préjudice à Poutine, hein, pas vraiment. Hein, tu vas pas porter préjudice à la guerre qui se passe en Ukraine. La seule chose que tu fais, c'est que tu fais chier l'opinion publique, c'est que tu fais chier en fait les habitants. Et je trouve ça très discutable en fait. Et ça ne peut conduire qu'à de la violence en plus derrière, ce qui est tout sauf quelque chose d'intelligent et quelque chose de bien. Je pense qu'il y a bien d'autres manières de faire et pour le coup, je suis pas très convaincu. Et encore ça, c'est une mesure parmi d'autres. J'ai vu passer des choses qui pour moi sont en fait du racisme anti-russe, que je trouve quand même profondément débile. Quand vous voyez par exemple, je crois que c'est en Grande-Bretagne ou quelque chose comme ça, où on a voulu couper les bourses aux étudiants russes. Enfin, je suis désolé, mais les étudiants russes, c'est pas eux qui sont allés en Ukraine ou déclencher la guerre en Ukraine en fait. Donc finalement, c'est très débile. C'est très débile. Je trouve que c'est pas très intelligent et que c'est pas très cohérent. Pas très cohérent. Mais bon, là on est dans un climat en ce moment qui est extrêmement tendu, on va dire ça comme ça, et qui amène à plein de dérives dans tous les sens. C'est vraiment très triste d'en être là. Quand vous voyez étonnamment que d'un coup, là, c'est des réfugiés de guerre qui sont blancs et européens, donc là, on les accueille. Par contre, on continue à laisser tous les réfugiés de guerre depuis des décennies qui sont noirs, qui viennent d'Afrique, dans la merde, crever dans des bateaux et compagnie. Enfin, pareil, moi, ça me fait péter un câble, en fait. L'hypocrisie absolue. C'est bon, t'es blanc, t'as le droit de passer. Ah, putain, ça va. Moi, ça me fait un peu mal. Hein. ça me fait un peu mal. Ça me fait un peu mal. Puis ça, c'est juste sur l'action en elle-même. Quand en plus vous écoutez les commentateurs qui viennent vous sortir des horreurs du genre oui, non, mais regardez, c'est une incroyable manne pour les patrons. Là, on a une main-d'œuvre qualifiée parce que apparemment, du coup, les noirs ne sont pas qualifiés. Parce qu'ils ne sont pas qualifiés, parce qu'ils sont noirs, c'est bien, c'est cool, c'est intelligent, on voit que vraiment c'est des gens qui connaissent le truc, qui sont pas du tout racistes, hein, bien sûr. Donc non, c'est vraiment, il n'y a rien qui va à aucun niveau, c'est ridicule, c'est ridicule. Cependant, cela semble difficile dans le cas de HP. Ces salariés côtoient sans doute d'autres environnements sociaux, que ce soit la famille ou lors des loisirs, mais pas des environnements où ils peuvent œuvrer différemment ou travailler différemment. Et étant donné que ces salariés sont peut-être en identification compartimentée, quand bien même ils le verraient, il est possible qu'ils soient alors défensifs par rapport à ces autres environnements. Par exemple, en les taxant de peu sérieux, de laxistes, de chaotiques, d'utopiques, d'anarchiques, de naïfs, etc. C'est donc une solution de libération qui ne semble pas infaillible, ou qui peut être difficile à mettre en place. Ces personnes étant déjà corps et âme consacrées à leur entreprise au pseudo-libre et ne voulant pas s'en dégager, parce qu'elles s'accrochent à quelques nourrissements de leurs besoins fondamentaux et aux bénéfices extrinsèques. Elles n'ont pas le temps ou l'énergie d'y réfléchir. Là, typiquement, ça me fait penser à
un truc en particulier qui se passe. Souvent, moi, je papote quand même pas mal, par exemple sur Twitter, sur Facebook, sur Guilded, sur pas mal de trucs. Je papote beaucoup, notamment de politique, et ça me tue toujours autant de voir des gens qui sont des gens qui sont en bas de la classe sociale, hein, qui sont, des employés, des salariés, qui n'ont pas des revenus mirobolants, loin de là, mais qui défendent toujours avec acharnement la société capitaliste néolibérale parce que soi-disant elle amènerait à l'accomplissement personnel, parce que ça nous permet d'avoir des choses à hauteur de ce qu'on mériterait. Bon, bah, là, eux, ils ont des difficultés en ce moment, mais bon, ils savent que ça va changer, ils en sont persuadés, tout ça, tout ça. Et justement, c'est là où tu vois à quel point c'est pas le fait d'avoir des éléments contraires qui va permettre de justement prendre conscience de tout le problème du système dans lequel on est. En fait, justement, comme ils ont, bah, comme c'est dit, hein, une identification compartimentée, en fait, ils vont nier, ils vont refuser de voir autre chose et ils vont avoir un comportement de repli, en fait, de défense. Ils vont en faire sien, en fait, tel ou tel élément, notamment du monde capitaliste, vouloir le défendre parce qu'ils ont en partie accepté certaines choses. Ils sont, encore une fois, en identification compartimentée. Donc, il y a une part qu'ils ont acceptée, qu'ils ont intégrée, qui pour eux, bah, c'est leur fonctionnement, ils fonctionnent avec. Et en fait, prendre conscience de tout ce qui ne va pas, ça casserait ce modèle, ça casserait leur intégration. Et là, justement, ils arrivent à être dans un système où ils souffrent pas trop, où ils en nient beaucoup. Et du coup, on a toujours ces critiques-là de venir dire, mais attendez, vous les anticapitalistes, bah, vous êtes laxistes, vous êtes pas sérieux, vous êtes chaotique, vous êtes utopique, vous êtes ceci, vous êtes cela. On a toujours 36 000 retours de cloches qui nous disent qu'on peut rien faire, il faut pas toucher. Mais au final, ils sont dans un système qui leur convient pas. Et pourtant, c'est eux qui le défendent, quoi. Ça me fait péter un câble, ça, à chaque fois. L'expérience de Milgram et l'étude des désobéissants révèlent un point important. Ce qui fait le courage et la force de la désobéissance, c'est toujours une autre internalisation plus puissante que celle d'obéir. Pour certains, c'est l'empathie, l'aversion à la souffrance, qu'ils ne se résolvent pas à couper. Pour d'autres, c'est la connaissance, l'histoire de l'autoritarisme, leur expérience personnelle. Pour d'autres, c'est leur éthique ou leurs valeurs. Autrement dit, on peut imaginer que pour se libérer de motivations extrinsèques à l'internalisation malsaine, il y aurait à développer des régulations plus puissantes, à savoir intégrées, prosociales. De plus, la SDT montre que les personnes sont motivées de façon plus puissante et sur le long terme lorsqu'on leur dit que tels comportements ou activités peuvent être adoptés pour le bien-être des autres. Mais toute la difficulté dans les entreprises ou groupes pseudo-libres est que la souffrance y est difficilement perceptible et non explicite ou peu claire, et porte sur les individus eux-mêmes. Or, les personnes sont généralement beaucoup plus motivées pour aider les autres, et voient mieux la souffrance d'autrui que la leur. On pourrait prédire qu'ils seraient peut-être aveugles à la possibilité de s'aider eux-mêmes. Et ça c'est traître. Ça, c'est traître. Ça veut quand même dire qu'en fait, quand on se retrouve dans des situations où nous, ça va pas, en fait, on va être moins susceptible de le voir que si la même situation arrivait avec quelqu'un qui était à côté de nous. On verrait plus facilement que les autres vont mal et on serait plus amené à les aider qu'à venir nous aider nous-mêmes à la base. On a tendance à réduire ce qu'on subit. On a tendance assez régulièrement à se dire que finalement ça va, il suffit de faire un petit effort encore un petit peu et puis c'est bon, on va aller bien. Oui, là il y a un petit coup de mou, oui, là c'est un peu dur, ceci, cela. Mais finalement, on a vu pire, on a connu pire, on peut tenir. C'est toujours des propos comme ça qu'on a, où on va réduire sur nous-mêmes en fait ce qu'on subit. A contrario, dès qu'on va voir quelqu'un qui va subir exactement la même chose, on va, en tout cas c'est le cas pour ma part et je pense que c'est le cas pour un certain nombre de personnes quand même, on a tendance à venir assez rapidement en fait, essayer d'aider la personne, à essayer de lui apporter du soutien, ne serait-ce que simplement lui dire je t'entends, je t'entends, je vois ta souffrance, tu n'es pas toute seule, je peux essayer de t'apporter une aide, quelle qu'elle soit, demande-moi. Rien que ça, déjà, on essaye d'aider les gens. Alors que nous, on a tendance à absolument pas s'aider nous-mêmes. C'est quand même assez ironique, pour le coup. C'est quand même assez ironique. Si l'on suit cette réflexion, il me semble qu'il serait inutile de dire à ces individus de HP que leur activité les sape eux-mêmes, que pour leur bien-être, ils devraient cesser de surobéir. Il serait tout autant inutile d'insister en leur disant que cette exigence de l'excellence, de l'hyperproductivité, ne vient pas d'eux, mais de leur soumission internalisée. Ils se fermeraient. Il y aurait des effets de réactance, un rejet de celui qui tenterait de lever directement les illusions. Par contre, il me semble qu'il y a une porte de sortie, si on les aide à se reconnecter avec le vrai prosocial, d'une façon ou d'une autre, parce qu'il est plus puissant en termes de sens, plus pleinement nourrissant des besoins, et il sera donc plus pleinement intégré. Une fois intégré,
Ce vrai prosocial serait une force d'opposition puissante contre les éléments paradoxaux, pseudo-libres ou autoritaires de l'environnement, qui serait en plus durable, donc qui aiderait la personne toute sa vie. Mais comment? Comment développe-t-on une internalisation saine, prosociale, autonome, qui sera suffisamment puissante pour mobiliser tout le courage de la personne dans les conflits à venir, les difficultés qu'il y a à aller à contre-courant d'environnements sociaux? Et est-ce que cette internalisation à la prosocialité, à l'altruisme, est vraiment infaillible et ne se ferait pas encore avoir par des illusions des environnements pseudo-libres? Après tout, toutes les guerres sont promues au peuple pour des motifs prosociaux. On motive les personnes à exclure, à tuer d'autres personnes pour en protéger d'autres, parce que ce serait socialement juste, parce que ce serait le seul moyen de survivre, parce qu'il faut penser à l'avenir des enfants, à leur bien-être national, parce qu'on veut exclure les mauvaises personnes qui s'attaqueraient au bien commun, etc. Où est ici l'internalisation saine de la prosocialité, si elle laisse la possibilité de considérer comme socialement juste un génocide? C'est des questions importantes et qui ont tellement plus de sens en plus en ce moment. Quand vous voyez justement en ce moment tout le conflit ukrainien, c'est des questions qui font sens, qui font très très sens. On va donc s'atteler à présent à voir comment se développent des régulations intégrées ou à motivation intrinsèque pour l'altruisme et voir en quoi elles diffèrent de motifs de prosocialité manipulables et exploitables par des environnements autoritaires ou pseudo-libres. Comment l'altruisme peut-il être internalisé au point d'en susciter un fort courage qui s'oppose aux environnements contrôlants? Oliner Pearl et Oliner Samuel ont cherché à comprendre comment les personnes étaient venues à faire preuve d'un altruisme et d'un courage exceptionnel, alors que la situation était au pire. Ils ont étudié les sauveteurs durant la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que des groupes contrôle de résistants non sauveteurs et un groupe spectateur, c'est-à-dire qui n'a ni sauvé ni résisté, et ce, à travers l'Europe, France, Pologne, Italie, Allemagne, etc. Nous aurions pu mettre cette partie en extension, notamment à cause de son aspect académique et des notions qu'elle propose. Cependant, elle est tellement ancrée dans le vécu des personnes et délivre tellement d'informations concrètes qu'elle dépeint finalement une quête à la fois transformatrice, des personnes se mettent à faire des actes prosociaux de plus en plus courageux, de plus en plus altruistes, radicale, les actes sont radicalement altruistes et anti-autoritaires, et constructrice. Pour beaucoup, cet altruisme radical provient d'un environnement social qui les a aidés à construire cet élan. Cette construction est reproductible comme toutes les constructions que nous présentons, les Oiliners en ayant tiré une recette applicable à d'autres situations, environnements et contextes. Le sauvetage. Il y aurait eu moins de 1% de la population européenne durant la Seconde Guerre mondiale s'attelant, de près ou de loin, à sauver, ce qui est extrêmement peu. Les chiffres oscillent entre 50 000 et 500 000 sauveteurs. Et il est très difficile de faire le compte, car beaucoup de sauveteurs sont morts. D'autres n'ont pas révélé leurs actes, même après la fin de la guerre. Il a fallu que les sauvés les retrouvent, et en parlent entre eux pour les retrouver. L'activité de sauvetage était hautement dangereuse. Les sauveteurs avaient appris à ne rien dire d'elle, à tout cacher, à mentir pour ne pas mettre des vies en danger, que ce soit la leur, celle de leur famille, celle des rescapés. Le réflexe est resté après la guerre, parce que la fin de celle-ci n'a pas mis fin à l'antisémitisme, et ils avaient peur d'être la cible de groupes encore nazis. Beaucoup n'ont pas parlé également de leur activité, parce qu'elle leur apparaissait être une activité normale. Ils ne voyaient rien d'extraordinaire à leurs actes. L'étude de Samuel et Pearl Oliner, que nous allons voir à présent, a porté sur 406 sauveteurs européens qui ont été sélectionnés sur de stricts critères. Ils n'avaient pas sauvé en contrepartie de récompenses ou d'avantages. Ils étaient volontaires. Ce n'est pas une obligation commandée par d'autres, mais soit une initiative personnelle ou un oui à une proposition d'aider la cible, un intermédiaire. Ces sauveteurs étaient reconnus comme justes par l'institution Yad Vashem. Les chercheurs ont interrogé également les sauvés afin de corroborer les témoignages. Ils ont également étudié deux autres groupes de personnes. Les non-sauveteurs, qui ont été actifs durant la guerre, via pour la plupart des actes de résistance, 70% d'entre eux environ, et des petites activités de sauvetage, mais qui ont été interrompus précocement ou n'entraient pas dans le cadre de sélection des sauveteurs. Ils avaient reçu une rémunération. C'était en échange de quelque chose, ou encore c'était directement ordonné par un intermédiaire. Les spectateurs. Ils n'avaient ni sauvé des personnes, ni résisté, et ils tentaient de perpétuer leur activité habituelle durant la guerre. C'est-à-dire qu'ils n'ont effectué ni acte de protestation, ni d'opposition.
qu'ils se sont accommodés de la situation sans pour autant être en accord avec celle-ci. Les témoignages sont anonymisés. Il n'a été gardé dans les témoignages que la nationalité des sauveteurs, afin de se représenter le contexte dans lequel ils sauvaient. Les Polonais, par exemple, étaient plus souvent que les autres à proximité des camps, des ghettos, des lieux de fusillade. Ils étaient parfois beaucoup plus conscients de l'horreur, l'ayant vu de près, voire senti. Les Français résistants devaient à la fois s'opposer aux nazis et au régime de Vichy. La résistance allemande, y compris le fait d'aider les juifs, était extrêmement périlleuse, étant donné que cela faisait des traîtres à leur propre nation, sans compter le bain idéologique dans lequel ils étaient baignés, dans lequel était baignée la population depuis plusieurs années. Il est noté simplement en bas ou en haut du témoignage « sauveteurs, sauveteuses polonais, français, etc. » On ne sait généralement pas s'il s'agit de femmes ou d'hommes, sauf indice dans le témoignage lui-même. Je désignerai les chercheurs, Samuel et Pearl de leur prénom, parfois par le nom de famille, qui est le même, en disant les Holliner. L'étude se trouve principalement dans The Altruistic Personality, 1988, et ses conclusions ont été discutées et étayées dans Embracing Others par de nombreux autres chercheurs, notamment dans les champs autres comme la philosophie ou la sociologie. De quel type de sauvetage on parle ? Ce sauvetage pourrait prendre l'aspect de diverses activités, parfois cumulées par les sauveteurs. Apporter un soutien aux juifs, en cachant leurs affaires, en leur apportant des ressources ou des informations précieuses pour se sauver. Cela paraît peu comme action, mais celle-ci est déjà extrêmement risquée. Par exemple, donc un ou une sauveteuse néerlandaise. J'ai décidé d'aller au siège de la Gestapo pour demander la permission d'apporter des vêtements pour leurs enfants. La salle d'entrée était remplie de nombreuses personnes assises en rang, et elles ont dit « Va-t'en, n'entre pas là-dedans. L'homme là-bas est un monstre, c'est un tueur. » Je suis allé le voir quand même. Il m'a demandé « Es-tu un ami de ces juifs ?» J'ai répondu « Non, je n'étais qu'un secrétaire pour cette famille, pendant 12 ans. » Il m'a donné la permission, mais je ne me sentais pas en sécurité. J'ai demandé à mon ministre religieux. C'est quoi un ministre religieux? C'est genre un prêtre, quoi? Ça doit être un prêtre, je sais pas. S'il viendrait avec moi à Westerbork, et il a accepté. Il y avait des soldats allemands tout autour, tout était clôturé. Sur le chemin, une dame a frappé à la fenêtre de sa belle et grande maison, et nous a dit « Vous ne sortirez jamais si vous entrez ». Elle nous a donné une tasse de thé, et nous avons poursuivi notre chemin. Je n'oublierai jamais ça. Les mères cherchaient leurs enfants, les épouses cherchaient leurs maris. Tout le monde criait. Quand j'ai vu les gens, j'étais paralysé. Quelqu'un a couru vers moi et m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai dit que je cherchais X. Il a dit « Tu ne sortiras jamais d'ici. Partez tant que vous le pouvez. » J'ai dit « Nous verrons, je suis chrétienne. » Je l'ai trouvée, je lui ai remis les vêtements. Elle était reconnaissante, très reconnaissante. Nous sommes sortis. Rien que le fait d'être là juste pour apporter des vêtements, quoi, déjà, bon, on n'a pas à remettre une couche, hein, mais la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même une belle saloperie. Le racisme, et là en l'occurrence l'antisémitisme, c'est une bien belle saloperie. Le régime nazi, c'était vraiment une belle saloperie aussi. Bah tu le vois, hein, avec ce genre de témoignage, juste pour apporter des vêtements à des enfants, quoi. C'est sympa, c'est sympa. Cacher des personnes dans des endroits, chez soi ou dans des cachettes non loin. Cela demandait parfois de faire de gros travaux, par exemple fabriquer des faux murs, creuser des cachettes dans les jardins, cacher des résistants ou des alliés étaient plus tolérés par les voisins, mais pas par les nazis s'il y avait des menaces d'envoi. Cacher des résistants ou des alliés étaient plus tolérés par les voisins, mais pas par les nazis. Il y avait des menaces d'envoi dans des camps ou de mort pour le fait d'héberger des alliés anglais ou américains. Mais pas les juifs, à cause d'un fort antisémitisme. Parfois, même s'ils se retrouvent dans des situations assez stressantes où ils sont amenés à héberger les juifs et des soldats allemands. Sauveteurs ou sauveteuses français. Les Allemands m'ont obligé à avoir des officiers allemands chez moi, mais je n'avais pas peur pour les filles juives. Les Allemands ont vu les enfants, mais ça n'a posé aucun problème, car ils étaient dans un pensionnat à Marnande. Les enfants sont partis lundi matin, ils sont revenus mercredi soir, sont retournés à l'école vendredi matin, sont revenus samedi soir. Les Allemands ne se sont donc jamais doutés de rien, ils ne m'ont posé aucune question concernant les filles. Les filles n'étaient pas un problème, mais les garçons juifs, j'avais peur pour eux. Donc attendez, ils ont pas posé de questions pour les filles parce qu'en fait c'est passé pour leurs enfants, c'est ça? C'est que c'est passé pour leurs enfants qui étaient en pensionnat? Peut-être? Je sais pas. Par contre, ça marche pas pour les garçons juifs, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils étaient pas en pensionnat du coup.
Je sais pas, mais bon, on va encore une fois, tu te retrouves avec des officiers allemands pendant la Seconde Guerre mondiale chez toi. Si effectivement tu caches des enfants d'origine juive, ça doit être intense. Organiser les fuites dans d'autres pays ou hors des ghettos. Sauveteur ou sauveteuse polonais. J'ai eu un laissez-passer permanent pour entrer dans le ghetto via la compagnie Leszczynski. Chaque jour, des camions quittaient le ghetto pour se rendre à l'atelier de Leszczynski, rue Zabia. Alors, on prenait ceux à faire fuir. Et on leur mettait des uniformes de travailleurs avec l'étoile de David et on les conduisait à l'atelier. J'avais un accord avec l'un des portiers de la porte de Nowolipki. Et quand il me voyait arriver, il me laissait toujours passer. Cela coûtait quelque chose. De la vodka, un cadeau, quelque chose du genre. Les gardes étaient très gourmands, parce qu'ils envoyaient toujours ces friandises en Allemagne. Lorsque le fourgon est entré dans l'atelier de Leszczynski, les évadés sont sortis, ont ôté leurs guenilles, et ils sont partis. C'était beaucoup plus difficile avec les enfants, nous ne pouvions pas les faire passer pour des travailleurs. Alors, une fois, quand nous avons dû sortir de jeunes garçons, nous avons fabriqué une cage, une boîte avec des fils ajourés. Nous avons mis la cage sur la plateforme de la fourgonnette, y avons mis les garçons et l'avons recouvert de tas d'uniformes. De cette façon, ils pouvaient respirer. C'est incroyable, hein. Parce qu'organiser les fuites, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud. Mais les mecs, ils étaient débrouillards, hein. Ils étaient débrouillards pour aller bricoler des trucs comme ça, plus que débrouillards. Falsifier les papiers. Nous avions déjà mis un exemple de la partie désobéissante altruiste en confrontation BF. Et effectivement, il y avait quelqu'un qui faisait des faux papiers, en fait, qui profitait de faire des faux papiers pour permettre aux juifs de pouvoir fuir, en fait, de pouvoir ne pas être affichés comme des juifs et pouvoir fuir et rester en vie. Organiser et coordonner les sauvetages. Ici, c'est le témoignage d'un soldat allemand. Au printemps 42, j'ai été affecté à la Tunisie en tant que parachutiste. J'ai été chargé de diriger l'assaut à la ferme. Nous avons capturé 5 jeunes juifs. L'Italien nous a dit qu'ils étaient juifs. 2 étaient des fils de médecins à Tunis. Tous les 5 étaient des amis, âgés de 16 à 20 ans. Les juifs ont été interrogés. Ils avaient très peur. Nous étions des monstres pour eux. Comme j'avais tous les documents, je savais que ces 5 hommes n'étaient entrés dans la situation actuelle que par hasard. Et je savais qu'ils allaient être fusillés simplement parce qu'ils avaient été trouvés en territoire ennemi. J'ai décidé de les aider d'une manière ou d'une autre. Je leur ai dit que je les libérerais de leur détention et je les aiderais à fuir. Ils avaient très peur, soupçonnant que nous allions leur tirer dessus pendant leur fuite. Mais je les ai convaincus que je les aiderais. Je leur ai fourni de la nourriture et une carte leur expliquant la frontière militaire et expliquant comment ils devaient passer par les lignes. Je leur ai aussi donné un pistolet. J'ai renvoyé le gardien de prison pendant un moment et je les ai laissés sortir de la prison. Ils ont commencé leur fuite dans l'obscurité du soir. Ça aussi, un soldat allemand. Ça, c'est un truc qui d'ailleurs est souvent mis de côté. On a beaucoup tendance, notamment dans les films, à mettre en avant le fait que tous les soldats finalement c'était des nazis. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Malheureusement, ce n'est pas vrai du tout. Enfin, malheureusement, non, heureusement d'ailleurs. Heureusement que ce n'est pas vrai du tout. Beaucoup de gens qui étaient juste allemands se sont trouvés dans un régime totalitaire en fait, où pour faire quoi que ce soit, pour être membre de n'importe quoi, il fallait avoir sa carte du membre du parti nazi. Donc en fait, c'était pas du tout une acceptation du régime et même une manière de promouvoir le régime. Au contraire, c'est juste des gens qui voulaient survivre, qui avaient besoin de survivre. Parce que s'ils n'étaient pas avec les nazis, ils étaient contre les nazis. Et à ce moment-là, vous devenez la victime de tout ça. Vous vous faites tuer, vous vous faites enfermer. Donc forcément, vous prenez la carte du parti et puis vous rentrez à l'armée parce que c'est pas le choix, parce que c'est la conscription. Mais il faut bien prendre en compte que il y avait plein d'Allemands qui sont tous sauf des nazis et qui à l'époque étaient tous sauf des nazis. Mais ils n'avaient pas vraiment le choix en fait. Que malheureusement ils étaient dans un pays qui était contrôlé par un régime nazi et qui leur a pas vraiment permis de faire autre chose quoi. Et ça c'est vrai qu'on a tendance à souvent, notamment dans les films, à le mettre de côté et à dire si c'est un soldat allemand c'est forcément un soldat juif, c'est forcément un soldat nazi qui poursuit les juifs et compagnie. Mais pas forcément. On a des témoignages et c'est le cas là de soldats allemands qui ont essayé, qui ont réussi à permettre des fuites, notamment de juifs, qui ont pu permettre justement à des gens de se sauver. De pouvoir être protégé. Et c'est très heureux d'ailleurs que c'est eu lieu pour le coup. Vous avez un film qui en parle d'ailleurs, un film en noir et blanc, la liste de Schindler, je crois. Il me semble que ça se passe en Allemagne, parce que du coup c'est un film qui parle d'une histoire vraie, où vous avez un patron d'entreprise qui justement a fait ce qu'il pouvait pour essayer de sauver des juifs en Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi, et qu'il a fait ce qu'il pouvait pour essayer d'en sauver un maximum.
Ce qui est quand même assez incroyable, quoi. Et c'était un patron d'entreprise allemand, je crois, de souvenir. Et ça se passait en Allemagne. Donc on voit bien que pour le coup, quand bien même on ne peut pas et on ne doit pas retirer toutes les horreurs du régime nazi, ça serait une erreur d'assimiler tous les Allemands au régime nazi, quoi. Et ça serait vraiment une grosse erreur. Jouer des rôles complètement inattendus pour extirper des personnes des camps ou les protéger. Ici un exemple avec une Française qui s'est décrite aux chercheurs comme habituellement extrêmement timide. Donc là on est sur une Française. J'étais à Toulouse quand j'ai appris que cette femme avait été arrêtée et qu'elle avait probablement été emmenée au camp du Vernet. J'ai entendu dire qu'il y avait des possibilités exceptionnelles de sortir du camp. J'avais un cousin, un type très gentil, qui avait été soldat et qui s'était évadé de prison. Au cours du premier mois qui a suivi son évasion, il a travaillé pour le gouvernement de Vichy, chargé des dossiers des habitants des camps. Alors, j'ai pris le train, et je suis allé à Vichy le voir. Il m'a dit qu'il serait en mesure d'arranger ça, car il venait d'aider un policier qui lui devait quelque chose. Il m'a assuré qu'il s'en occuperait. Je suis donc rentré à Toulouse, mais je ne pouvais pas me reposer. Je me suis dit que je ne pouvais pas vraiment faire confiance au personnel administratif. Je ne sais pas exactement ce qui m'a pris, mais j'ai décidé d'aller voir le préfet de Toulouse. Quand je suis arrivé au siège, on m'a dit qu'il assistait à une réunion qui serait probablement terminée dans quelques minutes. Je savais pas à quoi ressemblait le préfet. J'avais une petite somme d'argent avec moi, je me suis adressé à l'huissier pour lui demander de me montrer le préfet lorsqu'il quitterait la réunion. Il désigna un grand homme, et je le regardais monter les marches. Je l'ai suivi. Je suis entré dans son bureau, sans invitation, et je me suis assise. J'ai dit « Monsieur, nous sommes très surpris, à Vichy, de constater que vous ne suiviez pas les ordres ici. » Puis j'ai prononcé un grand discours sur le fait qu'il n'était pas surprenant que nous ayons perdu la guerre, qu'il y avait beaucoup d'histoires sur comment les ordres n'étaient pas suivis. Il m'a demandé ce qui se passait. J'ai dit « Ce qui se passe, c'est que le commissaire de terrain a donné des instructions précises pour qu'une femme en qui il s'intéresse particulièrement soit libérée. Mais cela n'a pas été fait. » Il a ajouté « D'accord, on s'en occupera. Donnez-moi simplement le nom de la personne. » J'ai dit « Non, ça ne suffit pas. Vous êtes le supérieur de l'homme responsable du camp. J'aimerais que vous l'appeliez, que vous lui disiez de libérer la femme. » Il a accepté, a appelé l'homme en charge. J'ai dit « Je vais faire un rapport à Vichy de ce que vous avez fait. » Et je suis parti. Mais j'étais toujours pas satisfaite, et je me suis dit « Ce n'est pas assez. » Je suis donc remonté dans le train, et je suis allé au camp du Vernet. Là, on m'a annoncé que les instructions avaient été reçues, que la femme serait libérée. Quand je l'ai vue, elle ne m'a pas reconnu au début, a pensé que j'étais simplement une autre personne qui avait été arrêtée. Je lui ai fait signe afin de lui faire comprendre. Un policier nous a escortés hors du camp, nous a même offert des billets de train gratuits. En chemin, nous avons également sorti un bébé d'un panier. Plus tard, les gens ont pensé que j'avais réussi à le faire parce que je connaissais personnellement le préfet. Mais ce n'était en réalité qu'une rumeur. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais j'ai appris plus tard que le préfet était impliqué dans une activité de résistance. Oh, c'est beau, c'est beau. Et coucou Xakami, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. On est en plein live lecture. D'ailleurs, tu peux dire bonjour à YouTube, puisque nous sommes également en VOD YouTube pour encore à peu près une demi-heure. Donc YouTube te voit. Voilà, YouTube te voit. On est en train donc de lire En toute puissance de V6 Axo. Et c'est vraiment, vraiment super intéressant. Donc là, on a un témoignage d'une dame française qui a réussi, pour le coup, à faire libérer quelqu'un d'un camp. Et qui est allé au culot de ouf. Hein. Tu vas voir le préfet que tu connais pas et tu lui dis bonjour, je viens de Vichy, on n'est pas très très content, faites libérer cette personne tout de suite. Et le préfet qui dit oui, d'accord. Et le pire, c'est que ça marche parce que notamment le préfet, il s'avère qu'il était impliqué dans des activités de résistance. Donc effectivement, il n'était pas du tout pro chaud cacao avec Vichy. Donc du coup, le fait de passer en mode un peu forçage, en mode ouais, Vichy te surveille, t'as intérêt à libérer cette personne, ça passe. Ça passe. C'est beau, c'est beau. Petite prise de sang, vidée littéralement. Bah, j'espère que ça va aller. Écoute, installe-toi, mets-toi bien. On est donc encore une fois sur En toute puissance. On est sur les activités de résistance. On est sur comment est-ce qu'on peut casser enfin, pas comment on peut casser, mais comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions justement visant à résister face aux systèmes qui sont oppressifs, aux systèmes qui sont autoritaires en fait, tout simplement. Comment est-ce que ça se met en place? Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bah tiens, Evici c'est là. Bonjour. Comment ça va bien? C'est super beau comme témoignage. Je suis sur le cul pour le coup. Il est très très beau. Il est très très beau. Donc du coup, bah, coucou à YouTube, voilà. C'est la première fois que V6 peut vous dire bonjour sur YouTube. Parce que des fois, elle parle dans le chat, mais comme j'ai changé la scène tout à l'heure, maintenant vous la voyez. Voilà, donc ça c'est V6. Alors ça, c'est pas sa tête, hein. Elle a mis une tête, mais c'est pas la sienne, hein, je vous jure. Pour le coup, elle a une tête un peu plus humaine. D'ailleurs, c'est quoi comme tête? En vrai, ça fait un peu une tête de robot. Je sais jamais trop ce qu'ils font comme emotes. Les emotes, ça change tout le temps. Il y en a qui font des jaunes, il y en a qui font des espèces de petits robots. Non, j'ai cliqué. Non,
Non, j'ai changé où il fallait pas. C'est bon, je suis revenu au bon endroit. Je suis revenu au bon endroit. On est bon, on est bon. Je continue. C'était des activités dangereuses, illégales, menées en contexte difficile. Des sauveteurs se sont retrouvés encore plus affamés qu'ils ne l'étaient auparavant. Parfois, ils devaient mentir à leur propre famille, de crainte qu'ils désapprouvent leurs activités ou qu'elles soient connues. Globalement, cela nécessitait de falsifier sa vie, de maintenir des mensonges élaborés. Donc un sauveteur ou une sauveteuse belge. Mon beau-père a vécu avec moi pendant la guerre, mais il n'avait aucune idée de ce que je faisais. La fille juive que je gardais chez nous, pensait-il, était muette. Je lui ai dit de ne jamais parler en sa présence. Quand la guerre fut finie, je lui ai dit la vérité. Et il a été en colère, mais pas pour longtemps. Quel miracle, a-t-il dit. La seule personne à qui je pouvais parler était ma sœur aînée, qui en faisait partie. Mon mari était absent, il a été enrôlé dans l'armée, et il était en Allemagne. La femme juive que je gardais ne connaissait pas le français, uniquement le yiddish. Ma propre fille a commencé à avoir un accent yiddish. Ils lui ont dit ça à l'école. J'ai dit à la femme de faire semblant d'être sourde et muette. Ma fille savait la vérité, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait rien dire. C'est toujours ouf hein, quand on a des témoignages comme ça, je trouve ça toujours assez incroyable. La tension que tu dois avoir, ben, tu dois être vraiment en train de péter un câble constamment, tu dois rien laisser au hasard. Oh, ça doit être une horreur, ça doit être une horreur. Et pourtant, malgré l'horreur, les gens aident. Encore une fois, hein, on revient sur toujours le même truc. Hein. Quand vous avez des gens qui viennent et qui vous disent oui, mais l'homme est un loup pour l'homme, patati, patata. Hein. Voilà, hein. Ça c'est des exemples concrets que ta gueule. L'humanité, hein, l'humanité aime beaucoup s'entraider. Vraiment, faut arrêter de dire à chaque fois oui, mais nous on est des prédateurs, patati patata. Mon fion, hein, mon fion, mon fion. Les témoignages issus d'études des Holliners, elles sont incroyables, ils sont incroyables, ils sont incroyables. Parfois, alors que la situation était déjà compliquée pour cause de menaces directes, de pauvreté, étant eux-mêmes en situation d'illégalité, ils cherchaient tout de même à sauver encore plus de personnes. Volontairement, ils se mettaient encore plus en danger, faisaient de très longs trajets avec des enfants juifs pour qu'ils puissent voir au moins une fois leurs parents. Pourquoi avoir ce comportement qui va vers toujours plus de risques, vers plus de mauvaises conditions de vie, d'insécurité, de réels dangers, alors que la situation était de base déjà très difficile? Pourquoi persister toujours plus fort, à risquer tout, pour des personnes qui leur étaient majoritairement totalement inconnues et étrangères de religion? Les Holliners ont tenté d'explorer quels étaient les facteurs qui poussaient à cette décision de sauver, d'un point de vue à la fois situationnel. Y avait-il des facteurs de la situation qui déterminaient plus certaines personnes à sauver? Par exemple, de forts moyens financiers, plus de sécurité, ou le hasard de certaines rencontres, et également d'un point de vue dispositionnel. Les sauveteurs avaient-ils une personnalité particulière qui différait des spectateurs? Si oui, qu'est-ce qui avait participé à former cette personnalité altruiste dans leur vie passée? Quelle était leur motivation? On se pose une question. Hein. Alors moi, je dis ça au pif, hein, mais je pense que plus tu as de moyens de financier, moins tu aides. Après, c'est peut-être parce que je suis un peu extrême gaucho, mais je sais pas pourquoi. Moi, je me dis plus t'as de thunes, et c'est quelque chose que j'ai constaté de manière assez récurrente, en vrai, dans mon expérience personnelle. Faut savoir qu'en fait, du côté de ma famille, du côté de ma mère, c'est une famille qui est très pauvre, en fait. C'est une famille de mineurs. Mon grand-père travaillait dans les mines, par exemple, enfin, mon grand-père maternel. Et du côté de mon père, par contre, c'est un peu plus aisé. C'est clairement plus aisé. C'est pas du tout le même style de catégorie, on va dire, socio-professionnelle. Euh, et j'ai toujours remarqué qu'il y avait une distinction, mais phénoménale. Dès petit, il y avait une distinction phénoménale entre les deux branches de la famille. C'est-à-dire qu'aller dans ma famille maternelle, ça a toujours été un plaisir et ça reste toujours un plaisir. Aussi petit que je m'en souvienne, je me disais toujours quand je vais passer du temps avec ma famille maternelle, ça va être des gens avec qui je vais être proche, qui sont là pour t'aider, qui sont là pour échanger. Ils ont pas grand-chose, mais ils t'offrent ce pas grand-chose. A contrario, je voyais très peu ma famille paternelle, et à chaque fois c'était une épreuve, et ça l'est toujours. C'est des gens où à chaque fois que je dois y aller, j'y vais les cas de fer qui essayent de te repousser. Et c'est froid, et je trouve que c'est pas du tout des gens qui s'entraident, c'est des gens qui jugent, c'est des gens qui ont des moyens, beaucoup plus que du côté de ma famille maternelle, et qui pourtant te donneraient rien en fait. Et ça a toujours été le cas, et j'ai toujours constaté ça, et c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi chez des amis
selon leur famille. Pareil, en fait, que les familles plus pauvres avaient tendance, assez généralement, à être beaucoup plus proches d'aider, beaucoup plus proches, à te donner le peu qu'ils ont. À contrario, les personnes que je connaissais qui étaient issues de familles un peu plus aisées, bah, c'était plutôt l'inverse, hein, moins ils donnaient, mieux c'était, de manière assez récurrente et ça m'a toujours sauté aux yeux. Donc moi je vous le dis, je sens venir que, plus tu as de moyens financiers et moins tu aides, hein. Moins tu es susceptible d'aider. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça il y a probablement un effet qui va avoir lieu. Les sauveteurs étaient-ils plus informés que les autres sur le sort que les nazis réservaient aux juifs? Est-ce que les sauveteurs auraient été plus au courant de ce que tramaient les nazis, et donc que le choc des informations qu'ils auraient obtenues plus tôt que les autres les aurait poussés à agir plus vite, plus fort? On pourrait se dire, au vu de nos sections précédentes, que l'information est fondamentale, et ce, au plus rapidement, pour engager une motivation altruiste. Effectivement, les sauveteurs étaient légèrement plus informés avant la cession au pouvoir d'Hitler, mais durant la guerre, sauveteurs comme non-sauveteurs sont tous à peu près informés, que ce soit à cause des expulsions, de la nuit de cristal ou d'autres événements. La grande différence tient dans l'interprétation de ces événements. Excusez-moi, les sauveteurs vont davantage le percevoir comme injuste pour les juifs, alors que les spectateurs ou non-sauveteurs peuvent blâmer les juifs. Par exemple ici, quand le port de l'étoile est instauré, un non-sauveteur français. Je pensais que l'étoile était une sorte de passe pour eux. Bah oui, bien sûr. Ils allaient à l'hôtel. Ils allaient à l'hôtel grâce à ça, ouais. Ah bordel. Non-sauveteur roumain. Quand j'ai vu des juifs portant l'étoile de David jaune, j'ai pensé qu'ils avaient peut-être commis une sorte de crime. Nos dirigeants ne nous ont jamais dit pourquoi ils portaient l'étoile. Ce jugement direct, quoi, de valeur. Enfin, je sais pas, moi, même si on ne vit pas à cette époque-là, donc on n'a pas conscience peut-être du manque d'information et du manque de clarté d'information. Je vois quelqu'un à qui on force d'avoir une étiquette, ma réflexion, c'est pas de me dire qu'est-ce qu'il a fait comme crime. Enfin, par exemple, c'est un truc con, hein, mais aujourd'hui, moi je vois des gens qui sont en prison, mon premier réflexe, c'est pas de me dire pourquoi est-ce que. Quel crime ils ont fait pour être en prison. C'est pour plutôt, qu'est-ce qui les a amenés à être en prison? Qu'est-ce qui fait que pour une raison X ou Y, ils sont en prison? Autrement dit, moi, mon réflexe, et j'essaie de l'avoir de manière systématique, c'est pas de me dire pourquoi est-ce que la personne est en prison parce qu'elle le mérite. Qu'est-ce qui fait que la personne mérite d'être en prison? C'est plutôt quelles sont les conditions et le contexte qui a amené cette personne à se retrouver en prison. Parce que là, déjà, en faisant ça, bah, vous n'allez pas apporter un jugement de valeur. À partir du moment où vous partez du principe que bah, probablement que si la personne elle est mise en prison ou qu'elle a l'étoile de David ou peu importe le signe en question qui est mis en place, si à partir du moment où votre première réflexion c'est de vous dire bah ma réflexion c'est de me demander pourquoi est-ce qu'il a mérité ça, vous mettez une notion qui va pas en fait. Vous mettez en fait, vous accolez le fait que la personne est responsable de cette situation, de ce signe distinctif qui lui est imposé. Et pour moi, ça pose problème en fait, parce qu'il y a plein de constats dans notre vie de tous les jours et au cours de l'histoire. Et typiquement, la Seconde Guerre mondiale est en un très très bon exemple que les gens ils choisissent pas en fait. Les gens ne sont pas responsables. Les gens sont mis dans des contextes, sont traités, et c'est le cas du racisme, c'est le cas de l'antisémitisme, mais c'est le cas de plein d'autres choses en fait, sont traités, mais ça ne veut pas dire qu'ils méritent le traitement qu'il leur est, comment dire, qu'il leur est mis, qu'il leur est imposé. Au contraire, et je trouve ça tellement aberrant. Après, encore une fois, je vis pas à cette époque-là, donc c'est peut-être un peu simple aussi pour moi de dire ça là, maintenant, en 2022, avec notamment tous les éléments d'histoire qu'on a et qui font constater à quel point ça a été une horreur. Mais je sais pas, moi je me dis, mais non, c'est pas possible. Cette phrase, quand j'ai vu des juifs portant l'étoile de David jaune, j'ai pensé qu'ils avaient peut-être commis une sorte de crime. Ça me trigger tellement comme l'enfer. Cependant, l'étoile choquera majoritairement les personnes qui voient quelque chose d'effroyable. Ah bah merci, quand même. Avoir de l'information est important dans la future prise de décision. On ne fait rien si on ne sait pas qu'il y a un problème, mais pas suffisant pour initier l'action. Certains assistent à des choses horribles, mais vont tenter de l'oublier, de le dénier. C'est le cas des acteurs du massacre comme Stangl ou Ekman, qui, certes, rapportent l'horreur de ce qu'ils ont vu, leur choc, leur dégoût, mais continuent néanmoins à travailler avec zèle à organiser le génocide avec les nazis. Dans d'autres, comme l'échantillon des non-sauveteurs, vont choisir plutôt de s'engager dans le combat direct contre les nazis, via la résistance, via le sabotage. L'information peut également ne pas être crue, si les individus ne voient rien. Je dois admettre que je savais que les juifs étaient transportés, mais je n'avais pas la moindre idée qu'ils étaient tous massacrés. Les rumeurs étaient là, mais je ne pouvais pas croire qu'ils, donc les nazis, pouvaient se comporter de façon si bestiale. C'était incompréhensible.
J'ai entendu beaucoup d'histoires. Donc c'est un non-sauveteur allemand. Moi, ce qui me tue aussi, alors là, je trigger sur un autre point, pouvaient se comporter de façon si bestiale. Les animaux se comportent pas comme ça, hein. Dans la nature, les animaux, ils font pas ça, hein. Les animaux, ils font pas des génocides d'espèces pour des principes idéologiques, hein, qu'on soit d'accord. Ça n'existe pas dans la nature, hein. Jusqu'à preuve du contraire, il y a que les humains qui ont fait ça. Avec un certain zèle, à certaines époques, mais il y a que les humains qui ont fait ça. Je suis pas un expert, hein, en psychologie animale, mais c'est pas spécialement bestial, hein. Non, c'est juste une bonne grosse saloperie bien dégueulasse, humaine. Être informé n'est pas un déterminant majeur dans le fait de sauver ou non. Et heureux, c'est rond. On voit qu'il faut encore une phase où l'information doit être crue, perçue comme importante, ne pas être déniée. Plus encore, il doit y avoir une étincelle minime de je peux faire quelque chose contre cette horreur. Une étincelle qui est parfaitement absente des témoignages des acteurs du massacre. Stangl et ses collègues de travail, interrogés par Gita Sereni, par exemple, qui se sont tous crus parfaitement impuissants à faire autre chose qu'obéir avec zèle. Cette étincelle était au contraire totalement réflexe, instantanée, automatique chez les résistants ou sauveteurs, qui n'ont absolument pas pesé le pour ou le contre avant d'agir, y compris lorsqu'ils étaient eux-mêmes du côté nazi. Voici un témoignage qui n'est pas dans l'étude des Holliner, mais dans le 101e bataillon de Christopher Browning, mais qui montre que des personnes dans le camp des nazis arrivaient à désobéir et à ne pas participer au génocide. Ici, le travail ordonné était de fusiller des femmes et des enfants juifs. Je dois souligner que, dès les premiers jours, je n'ai laissé aucun de mes camarades douter du fait que je désapprouvais ces meurtres, et je me suis jamais porté volontaire pour y prendre part. Ainsi, lorsqu'au cours d'une des premières rafles de juifs, un de mes camarades a matraqué une femme juive en ma présence, je l'ai frappé au visage. On rédigea un rapport, et de cette façon, mes supérieurs furent mis au courant de mon attitude. Je n'étais jamais officiellement puni. Et pour quiconque sait comment fonctionne le système, il est évident qu'il existe, outre les punitions officielles, des possibilités de tracasserie qui les valent largement. Par exemple, on me faisait travailler les dimanches et on me collait les gardes spéciales. Il y aurait une guerre de territoire entre grands singes en Éthiopie, je crois. Oui, mais est-ce que derrière la guerre des grands singes en Éthiopie, si tu parles de singes, vraiment des animaux, hein, pas des humains, est-ce qu'il y a un génocide qui est mis en place? Est-ce qu'il y a un comportement systématique de catégoriser l'autre type de singe comme devant être massacré, tué à vue, parqué dans des camps et ainsi de suite? Je pense pas. Quand bien même il y a effectivement des bastons, hein, et c'est un fait, les animaux, enfin, la nature n'est pas un endroit où on se fait des poutous-poutous, hein, à plein d'endroits, la nature, les animaux sauvages se foutent des bennes, il y a des guerres territoriales, mais c'est pas la même chose une guerre territoriale et une guerre, comment dire, et une guerre idéologique telle qu'on a pu le faire avec les nazis. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte en fait. Bien sûr que les animaux se retrouvent à se battre comme ça, c'est une évidence, parce qu'ils n'ont effectivement pas notamment de civilisation telle que nous on l'a fait, où on pourrait essayer de mettre en place de l'entraide et ainsi de suite. Il n'y a pas de réflexion sur le long terme, comme nous on peut le penser avec nos sociétés. C'est un fait. Là tu dis notamment du fait que l'une des espèces a migré dans la montagne. Oui, mais pourquoi est-ce que cette espèce a migré dans la montagne? Ce ne serait pas forcément étonnant d'ailleurs que si on creuse un peu, on se rende compte que oh tiens, les humains ont bousillé par exemple l'endroit dans lequel vivait justement une des deux espèces, qui fait que cette espèce est venue dans la montagne. Tu vois, typiquement, c'est une question de manque de ressources. C'est une histoire qui est reliée au territoire, mais pour des ressources vitales. Si l'espèce ne va pas ailleurs, elle meurt. Donc à un moment donné, forcément, ils vont ailleurs. Ils essaient de se maintenir en vie. Les animaux essayent de se maintenir en vie. C'est logique. C'est normal. Vous voyez, nous, par contre, on a quand même mis le truc au-dessus, c'est qu'on se bat pas pour des ressources. On va pas se battre, quand on prend le cas des nazis, ils sont pas allés à côté parce qu'ils avaient littéralement besoin d'aller à côté pour récupérer des ressources pour rester en vie. Non, ils sont allés à côté parce qu'ils avaient cette idéologie de dire on est une espèce supérieure, nous les blancs, blonds, aux yeux bleus, tout ça, on est censé être au-dessus de vous, et les juifs sont des grosses merdes qu'on va cramer à vue. Et on va les chasser et les traquer et les tuer juste parce qu'ils sont juifs. Pas parce qu'on a besoin de ressources qu'ils auraient et qui ne sont pas partagées ou quoi que ce soit. Non, non. Donc il y a quand même une différence qui est plus que notable. Il y a quand même une différence qui est plus que notable et qui est très spécifique à l'humanité pour le coup. Sur les grands singes, les guerres sont souvent liées à un manque de ressources, donc à une histoire de territoire. Oui, voilà, c'est ça. À un moment donné, s'ils ont plus de ressources, ils sont obligés de bouger, quoi.
Ils sont obligés de bouger, ils ont pas le choix. L'espèce c'est pas là pour crever, hein. C'est normal. Les animaux, les plantes font tout pour garder leur espèce pérenne en fait. C'est le fonctionnement basique, hein. C'est l'instinct animal, hein. Vous n'avez pas trouvé un animal dont le comportement à partir de sa naissance c'est de mourir. De mourir pour mourir, s'entend. Vous avez des animaux qui peuvent avoir, et des plantes qui peuvent avoir des comportements, enfin des actions qui consistent à un moment donné, amener leur mort. Mais parce que ça permet à leur espèce de rester en vie, parce que ça permet à leur espèce de se reproduire. Vous avez pas mal de fonctionnements comme ça. Ça peut être le cas, un truc très con, vous prenez les mantes religieuses. Les mantes religieuses, lors de l'accouplement, bah, ça arrive que certains types de mantes religieuses, notamment, dévorent le compagnon. Bah oui, sauf que s'il accepte de se faire dévorer, c'est pas sans raison, c'est parce que ça lui permet de se reproduire. Et donc de laisser son espèce pérenne. Mais il va pas mourir pour mourir. Et il va pas chasser d'autres trucs pour les buter, juste pour le principe de les buter. Je vais dans ton sens, hein. Oui, non, j'ai bien compris, mais c'est parce qu'il faut bien expliquer les choses pour que tout soit clair. C'est souvent un problème, moi c'est quelque chose que je mets souvent en avant dans les entreprises, enfin que je mettais souvent en avant dans les entreprises à l'époque, c'est que même si les gens vont dans le même sens, il vaut mieux prendre le temps de bien tout expliquer par A plus B, tous les éléments, comme ça on est sûr que déjà on a les mêmes définitions, qu'on part sur les mêmes bases. Parce qu'on peut penser qu'on va dans le même sens, mais si sur un truc on n'a pas exactement le même truc, mais j'aurais mes triggers une réaction du chat en mode moi je connais l'idéologie des singes. Non, on n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux. Le jour où nous serons peut-être des centaines de viewers sur le chat, peut-être qu'on aura droit à avoir des gens qui viendront faire ça. Mais s'il y a ce genre de comportement, alors soit ça sera une personne qui s'y connaît véritablement, un véritable expert, c'est possible. Et là, on écoutera et on sera fort heureux d'avoir cette personne experte. Soit on va tomber, sans trop se remettre en question, je pense là-dessus, assez rapidement sur des mascus qui vont être en mode oui, mais moi je sais. Et là, ça va partir sur un ban rapide en fait. Donc il va pas rester longtemps. C'est déjà arrivé, hein, c'est déjà arrivé. Souvenons-nous quand même qu'il y a des fois où, notamment sur des vulgarisations de sciences sociales, et je crois qu'en plus c'était sur un truc du genre la prévention des risques au travail, et qu'il y a un mec qui est arrivé en mode oui mais non mais moi je sais que ça marche pas comme ça parce que moi je sais. Et derrière c'est à quoi comme formation? Un truc qui avait rien à voir. Bah ça avait pris un ban, hein, au bout d'un moment. En fait, pourquoi est-ce que tu avances ça? Sur quoi tu avances ça? Sur ton expérience personnelle. Ah, donc en fait ça n'a aucune validité scientifique, ça a aucune validité. Ton expérience personnelle est peut-être très jolie, hein, mais ça reste une expérience personnelle. Donc peut-être que c'est très bien, ça se marche comme ça dans ton environnement, tant mieux, hein. Mais d'un point de vue plus général, c'est pas très valide en fait de dire oui, mais moi dans mon petit village, dans ma petite boîte, ça fonctionne comme ça. Les risques au travail sont très bien pris en compte. Oui, d'accord, mais enfin, derrière, tu as quand même des études, des sondages, tu as des statistiques qui sont faites sur les gestions des risques au travail de manière plus générale et qui montrent que, bah, par exemple, en France, c'est un peu la merde, pour le dire gentiment. Donc bon, ce genre d'individu, généralement sur la chaîne, ça disparaît, hein. Donc tu vas avoir du mal à trigger des gens comme ça. Ici, tu vas avoir du mal à trigger des gens comme ça. Peut-être sur YouTube, par contre. En vrai, sur YouTube, si vous voulez réagir en mode alors moi je connais la psyché des singes ou ce genre de choses, allez-y, pourquoi pas. Je regarde pas les commentaires. Mais allez-y, hein, franchement, pas de souci. Oui, coucou YouTube. Eh ben oui, coucou YouTube. Voilà, YouTube, coucou, hein, encore. Je reprends. Les sauveteurs disposaient-ils de plus de moyens pour sauver? L'un des facteurs hasard de la situation qui peut avoir un poids très important est le fait d'avoir des moyens matériels d'aider ou non. Il semble assez logique que le fait de disposer de peu de moyens matériels, comme être pauvre, n'avoir qu'un petit logement, ne pas être propriétaire de celui-ci, pourrait poser une impossibilité de secourir. Effectivement, il y avait besoin d'argent pour nourrir les sauvés, leur faire des faux papiers, construire des cachettes, pour aider au transport vers d'autres pays, etc. Tout cela pouvait représenter une logistique coûteuse en argent, en moyens, en temps. Cependant, l'étude des Holliner montre que ce n'était pas un facteur si déterminant. Certes, plus il y avait de moyens, plus le sauvetage était rendu aisé, mais les pauvres aussi sauvaient. Les sauveteurs étaient-ils plus sollicités que les autres? Dans l'échantillon interrogé, certains sauveteurs initiaient le sauvetage. Ils proposaient d'eux-mêmes de sauver autrui ou de chercher à le faire. D'autres avaient la proposition de sauvetage via leur réseau de résistance. Ils étaient sollicités autrement par des proches, des connaissances de connaissances, parfois même par des inconnus. Parfois, c'était les juifs eux-mêmes qui leur demandaient de l'aide, ou alors le hasard les faisait croiser des personnes s'étant échappées de camps. L'activité de résistance des non-sauveteurs était difficilement cumulable avec l'activité de sauvetage, souvent les personnes rapportant les terribles dilemmes à ce sujet.
Il y avait une petite fille, sale et en lambeaux. La pauvre petite marchait. Je me sentais terriblement désolé pour elle. Je lui ai demandé « D'où viens-tu » et elle a répondu « Du ghetto ». Elle avait environ 8 ou 9 ans. À ce moment-là, nous étions tous cachés, mon groupe et moi. Nous étions cachés dans notre imprimerie de la rue Solna. Nous y dormions, nous y mangions, etc. Nous devions changer de quartier en permanence. Nous étions vraiment des errants sans abri. Alors je l'ai amenée là-bas et je lui ai dit que nous pourrions l'aider, puisqu'elle était blonde. Il était plus facile d'aider les juifs qui avaient des caractéristiques physiques comme les cheveux clairs. Ils passaient plus inaperçus auprès des nazis. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait toute l'idéologie nazie, que justement vous avez des traits distinctifs physiques d'être juif. Ce qui n'est pas vraiment vrai, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà, forcément, si vous avez des traits physiques qui pouvaient coller notamment à leur idéal de blond, blanc, aux yeux bleus, c'est d'autant plus simple de pouvoir aider. J'ai dit, les garçons, prenons soin d'elle, et nous nous débrouillerons d'une façon ou d'une autre. Et elle est restée avec nous pendant un petit moment. Nous lui avons même appris à lire. Mais l'un de nos amis a déclaré « C'est trop risqué. Savez-vous d'où elle vient ?» Il continuait à parler comme ça. Alors, j'ai finalement accepté qu'elle devrait partir. Mais j'ai insisté pour que nous ne l'abandonnions pas, que nous la placions quelque part. Alors, ils ont trouvé une place quelque part. Je ne sais pas où. Un Polonais non sauveteur. Il était très difficile de concilier sauvetage et résistance. Mais les réseaux de résistance percevaient les besoins en sauvetage et contactaient des personnes de confiance pouvant les héberger. Ainsi, la majorité des sauveteurs a été contactée pour sauver, soit parce qu'ils avaient des proches déjà impliqués dans les sauvetages, soit parce qu'ils étaient connus pour leurs préoccupations concernant le sort des juifs. Les intermédiaires leur proposant de sauver savaient qu'ils pouvaient leur faire confiance, c'est-à-dire savaient qu'ils n'allaient pas les dénoncer, qu'ils étaient plus susceptibles d'aider. Donc, ce n'est pas vraiment un hasard, mais c'est bien une connaissance préalable de leurs opinions, de leur volonté, de leur comportement de la part des intermédiaires qui opéraient une présélection. Ces intermédiaires pouvaient être des proches, comme des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Les chercheurs expliquaient ensuite qu'il y a un effet de pied dans la porte. Ah, le pied dans la porte qu'on a déjà vu. Rappelez-vous, nous avons fait la lecture du petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, où justement nous parlons, entre autres choses, de la technique du pied dans la porte. Après avoir accepté le sauvetage, il leur a été demandé de sauver d'autres personnes, et ils ont répondu oui à nouveau pour 15% d'entre eux. Ceux qui disaient non ne pouvaient tout simplement plus sauver, faute de moyens ou de cachettes disponibles. Ou ils se méfiaient de l'intermédiaire, car se faire passer pour un intermédiaire était également une ruse des nazis pour débusquer les sauveteurs. Des fois, ils refusaient parce que ça devenait bien trop dangereux, mais plus généralement, c'était à cause d'un manque de ressources. Pourquoi les non-sauveteurs et spectateurs étaient-ils moins sollicités ? Certains non-sauveteurs ont été contactés et ont sauvé. Cependant, ils n'ont pas été inclus dans l'échantillon des sauveteurs, car c'était des sauvetages qui ont été arrêtés en cours de route. Ils ont été écartés des échantillons, car l'aide était rétribuée ou échangée contre un service. Quant aux spectateurs, ils avaient coupé tout contact avec les juifs, donc personne ne venait solliciter leur aide. Est-ce que les sauveteurs étaient moins en danger que les autres ? On peut se dire que les sauveteurs couraient peut-être moins de risques que ceux qu'ils aidaient, par exemple en ayant la chance de vivre à la campagne, reculés de tout. C'est effectivement le cas pour 8% d'entre eux, contre 2% de non-sauveteurs. Si, certes, la distance les protégeait des patrouilles nazies, ils n'étaient cependant pas davantage à l'abri des voisins. 85% des sauveteurs avaient beaucoup de voisins. Certains de ces voisins apportaient également de l'aide, mais la plupart étaient une vraie menace constante pour les sauveteurs. Un ou une sauveteuse polonais. Nous avons commencé à avoir des difficultés avec un gars de l'autre côté de la rue. Il a harcelé ma mère. Madame W, ça se terminera par une pendaison. Nous avons ensuite appris qu'il avait été arrêté et abattu par la Gestapo. Ma mère a dit « Ne le crois pas. Ce fils de pute va ressortir de sa tombe pour nous persécuter. » Et en effet, avant la fin de la semaine, il était de retour, nous menaçant comme d'habitude de divulgation. Mais d'autres, entre voisins, se sont solidarisés. Par exemple, le village de Chambon-sur-Lignon en France, qui est devenu en quelque sorte un village de sauvetage sous l'impulsion du couple Trocmé. 90 habitants y ont été reconnus comme justes. Le pasteur André Trocmé et sa femme Magda ont impulsé l'aide. Entre 800 et 1000 juifs y auraient été sauvés. Parfois, des chiffres donnés sont plus hauts. Sans compter les résistants et les autres réfugiés qu'ils ont également cachés. Ça c'est ouf, hein. Tout un village qui se motive, allez. Ouais, on pense quoi des nazis? Pas du bien? Bon bah du coup, tout le village, on se met à aider les juifs? Et les résistants? Ouais, allez, vas-y, on fait ça. Très bien, j'aime bien ça, j'aime beaucoup. Le risque lié à la zone géographique n'était donc pas si déterminant.
Le danger ou la sécurité provenait surtout de l'attitude du voisinage qui pouvait repérer l'activité suspecte. L'histoire de Chambon est fascinante. Ah ouais? Je la connais pas. Ça me dit vaguement quelque chose dans le fond, mais j'avoue que je connais pas. Je me suis jamais trop renseigné en fait sur l'histoire nazie. J'avoue que c'est quelque chose qui est connu. Hein, voilà, je vois très bien ce que c'est. Je vois bien les tenants et aboutissants. Mais j'avoue que, par exemple, la liste de Schindler, j'ai tenté de le regarder et j'ai dû arrêter au bout de, je pense, une demi-heure. Je pense que j'ai dû arrêter au bout d'une demi-heure parce que c'est trop en fait. Pour moi, c'est trop. C'est trop. C'est juste pas possible. C'est quelque chose qui me rend trop mal en fait. Donc je n'ignore pas les trucs, on va dire. Voilà, j'ai appris quelques trucs, mais c'est vrai que ça reste des choses qui sont assez loin parce que dès que je vais creuser un petit peu, en fait, c'est le problème. Dès que je creuse un petit peu, bah tu vois toute l'horreur du truc, quoi. Et j'ai pas forcément envie de m'exposer à ça. C'est un peu ça, quoi. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça à l'école lors de l'étude de la Seconde Guerre mondiale. Là, t'as tout un village qui a été héroïque. Bah ouais, mais non, mais non. Surtout que maintenant, en plus, on a notre petit macaron premier là qui est venu dire que quand même, finalement, ok Vichy, c'est pas cool, mais Pétain à la base, quand même, c'était un bon soldat. Donc partant de là, est-ce qu'on est étonné? Pas forcément, pas forcément. Mais c'est vrai qu'en plus, quand tu réfléchis 30 secondes, on te met souvent en avant le côté regardez les Gaulois qui étaient quand même un peu vénères, héroïques. On romantise vachement l'histoire passée de la France et de peuples qui d'ailleurs ne sont pas spécialement ce qui est devenu français derrière, mais bon, bref. On le romantise vachement et quand tu as des occasions comme ça, par contre, ça passe à la trappe. Ça, on le met pas en avant. Alors que justement, un village tout entier qui vient quand même faire une action aussi héroïque que de sauver quasiment, enfin, au moins 1000 personnes, enfin, et des résistants et ainsi de suite. Enfin, tu as de quoi construire ton roman national dessus, quoi. Si tu veux être un bon con droitard, que tu veux utiliser ça, tu peux justement mettre en avant, regarder le village français, le peuple français fier, qui sait résister. Tu peux construire du roman national dessus, tu peux essayer de l'utiliser. Et ils sont même pas foutus de faire ça. Non, 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 non. On continue à avoir des Le Pen et compagnie. Ah voilà. Ça devrait être la fierté de la nation, ça, un village français qui sauve. Bah ouais, ça devrait. Personnellement, je suis pas du tout nationaliste. Personnellement, même, je suis plutôt l'inverse. Pour moi, les pays doivent disparaître. Je comprends tout à fait le besoin de regroupement culturel, mais pour moi déjà, il faudrait que, notamment au vu de l'état de la technologie et des sociétés technologiques qu'on a aujourd'hui, et de la très grande disparité de moyens et de ressources qui est mis selon l'endroit, pour moi, on devrait avoir une forme de gouvernement mondial, on va dire. C'est dit comme ça peut faire peur. Hein. C'est absolument pas un état totalitaire ou quoi, je pense. Hein. Au contraire, pour moi, il faudrait qu'il y ait de la mise en pratique locale, il faudrait qu'il y ait une réflexion locale des choses, et du coup, à terme, dans ma vision des choses, il faudrait que les nations disparaissent parce que pour moi, ça ne fait que faire des tensions et de la merde. Mais bon, bref. Toujours est-il que, en l'occurrence, si je devais être nationaliste, franchement, je préfère mettre en avant ce village-là, quoi. Je préfère mettre en avant ce village-là que quoi que ce soit d'autre, hein. Parce que bon, c'est quand même présent, quoi. Ça devrait être quand même présent. C'est de penser que c'est ok de se regrouper dans un pays, mais pas en syndicat. De quoi? Les bons groupes et les mauvais groupes. J'ai pas compris, c'est de penser que c'est ok de se regrouper dans un pays, mais pas en syndicat. J'ai pas compris la phrase. C'est de penser... De quoi, fun? Hein? Non, j'ai pas compris la phrase. Parce que ça intéresse pas les fachos, ça qu'on sauve les non-chrétiens ou les non-blancs ou les gens désobéissants. Ah bah non, non, non. On le voit en ce moment, hein. L'Ukraine. Ah tiens, mais c'est des immigrés qui fuient la guerre, mais ils sont blancs. Eh ben écoutez, c'est le moment où on va les faire venir. Alors écoutez, on va ouvrir les frontières. Ils ont pas de visa, ils ont pas de papier. Non mais c'est pas grave, eux ils peuvent. Non mais vous comprenez, ils fuient la guerre. Quoi? Les noirs là-bas? Non, 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 les noirs on n'en veut pas. Vous imaginez, ils sont noirs déjà, ils viennent d'Afrique. Non, bah non, on va pas les accepter. Oui, ils fuient la guerre, mais est-ce qu'ils avaient le papier? Non, eh ben voilà, eh ben ils rentrent pas. Ah non, on aime, hein, on aime. Là, les fachos et leur capacité tellement incroyable à autoriser ou non. Hein, non, c'est beau, c'est beau. Mais bon, ça serait mauvais de critiquer tout ça. Hein. On va dire que quand même, les Français sont bien, n'est-ce pas?
Les Européens sont beaux et sont bien. Un autre risque pouvait aussi subvenir quant à la présence d'enfants. Les enfants des sauveteurs comme les enfants à sauver, car ils étaient susceptibles, par maladresse, de ne pas réussir à garder le secret et de dévoiler les faits. On peut imaginer également que des familles craignent pour leur sécurité. Mais ce n'est pas le cas. 27,5% des sauveteurs avaient des enfants, contre 17,5% des non-sauveteurs et 19,2% des spectateurs. Le fait d'avoir des enfants ne constituait donc pas un facteur de rejet du sauvetage. On aurait tendance à voir dans ces chiffres le contraire. Cependant, c'est une vraie prise de risque supplémentaire. Je sors du siège de la tête dans le popotin. Je voulais parler du jugement arbitraire qu'on fait sur des groupements d'intérêt dans en pays ou en collectif. Ah, d'accord. Ok. Donc un ou une sauveteuse néerlandaise. Nos enfants connaissaient toute la vérité. Même les petits savaient ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas dire. Ce qui est amusant, c'est que parfois les enfants juifs ne savaient rien du tout. Un jour, j'ai trouvé une des filles juives dans le réservoir de l'un des Allemands qui se trouvait sur la voie où nous vivions. Les Allemands s'entraînaient avec les chars. Ils aimaient beaucoup les enfants, alors ils ont mis un groupe d'enfants dans le réservoir et ils ont emmené. L'un de ces enfants était l'un de nos enfants juifs. Nous étions à l'agonie en regardant par la fenêtre. Le soldat lui a demandé comment elle s'appelait. Elle a dit « Je m'appelais d'abord Rachel, puis je suis devenue Marion, et maintenant c'est Teresa ». Elle a dit très sérieusement, mais heureusement, il n'a pas compris. Peut-être était-ce à cause de ses cheveux très blonds. Oh, 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 oh. Ah oui, effectivement. Ah oui, effectivement, là c'est... Oui, oui, oui. Ah bah oui, là tu dois avoir le stress, hein. Oh putain. Oh putain. Ah ça c'est... Si t'as le soldat qui avait compris, mais t'es foutu. T'es foutu, la gamine est foutue, tous les gamins sont foutus quoi. C'est... Oh, quel enfer. C'est hyper stressant le sauvetage des enfants, bah ouais. Ah oui, clairement. Ah oui, clairement. Clairement. Déjà tu vois la gamine avec le nazi, déjà tu flippes. Déjà tu te dis, c'est pas bon. Mais en plus tu l'entends dire ça. Tu l'entends dire ça et toi t'es là, tu fais... Merde. Merde. Pitié, pitié qu'ils comprennent pas, qu'ils comprennent pas. Oh, il a pas compris. Oh, il a pas compris. Ouf, ouf. C'est... Ok, ok, ok. Ah, putain. C'est intense. C'est... Ouais, non, le stress, le stress. Au risque se mêle un attachement particulier, souvent très fort des sauveteurs à ses enfants, ce qui dose aux événements une amplitude émotionnelle très dure à vivre. La restitution des enfants à leurs parents, à la fin de la guerre, qui sortaient des camps, est vécue parfois comme un déchirement par les sauveteurs. On pourrait imaginer que les sauveteurs percevaient aussi les risques de façon différente. Peut-être étaient-ils inconscients des risques, surtout que certains témoignages rapportent leur propre surprise quant à leur comportement risqué. Mais les statistiques... Ah, mais décidément, attendez, je vais boire un coup. Voilà, on va essayer de fluidifier un petit peu la parole. Mais les statistiques montrent que s'ils se sont surpris de leur propre audace, ils n'étaient pas pour autant inconscients des risques. Ça ne veut pas dire non plus que les spectateurs étaient plus craintifs à cause d'un vécu douloureux avec les nazis. 75% des non-sauveteurs, 88% des sauveteurs n'avaient jamais subi personnellement de mauvais traitements de la part des nazis. 65% des sauveteurs avaient vu les mauvais traitements des nazis sur d'autres personnes que des juifs, donc cela a pu accroître leur conscience des risques personnels qu'ils prenaient. Les non-sauveteurs ont vu à 60% que des juifs étaient maltraités, ce qui fait conclure aux chercheurs qu'ils n'avaient pas plus de raison d'avoir peur que les sauveteurs. Les non-sauveteurs ont vu à 60% que des juifs maltraités. Donc ça veut dire qu'il y a 40% qui ont vu des non-juifs maltraités aussi. Ouais. Quelles étaient les motivations des sauveteurs? On a vu qu'une part des conditions favorables, grand logement, ressources financières, habitation à l'écart de la ville, proximité des réseaux ou proches, etc., facilitent la décision de sauver, mais ne la déterminent pas. Les non-sauveteurs et les spectateurs pouvaient aussi avoir ces mêmes conditions sans pour autant se décider à sauver. Les sauveteurs n'avaient pas ces bonnes conditions. Ils étaient pauvres, ils vivaient dans des petits logements, en ville, avec beaucoup de voisins, étaient engagés dans d'autres activités résistantes, etc. Néanmoins, ils se sont décidés à sauver des vies. Les chercheurs ont directement demandé quelles étaient les principales raisons pour lesquelles ils s'étaient impliqués. Ils ont demandé également aux sauvés pour quelles raisons ils pensaient que les sauveteurs les avaient sauvés, afin d'être au plus proche possible d'une vision réaliste de leur motivation. D'ailleurs, au passage, hors sujet, enfin, hors sujet, oui et non, on va parler de nazis. Est-ce que vous connaissez, c'est L'homme du haut château, The Man in the High Castle, qui est une nouvelle de Herbert, peut-être. C'est peut-être Herbert, la nouvelle à la base. Bref, c'est une nouvelle de science-fiction, on va dire, dystopique.
un truc comme ça. Mais ils ont fait la série, ils ont fait une série avec Prime Video que j'ai trouvé très intéressante. Alors j'ai beaucoup plus apprécié la première et la deuxième saison que la troisième et la quatrième, très clairement. Je pense que ça vient notamment du fait que la nouvelle est assez courte au final. Philippe Cadic, merci. Philippe Cadic, c'était pas Herbert. Et pour le coup, en fait, ça s'appelle l'histoire, la nouvelle, normalement, c'est plus la première et deuxième saison, même s'il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été rajoutés. Elle est très courte en fait, la nouvelle, au final, comparativement à la série. Et la troisième et quatrième saison, pour le coup, c'est du rajout. C'est du gros rajout qui est pas forcément mauvais, c'est juste que j'ai trouvé qu'on s'éloignait du côté intéressant. Parce que notamment dans la première partie, du coup, dans la première et deuxième saison, on voit vraiment, notamment, justement, comment est-ce que quelqu'un se retrouve, en fait, à basculer du côté contre les nazis. Parce que du coup, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu l'histoire, notamment pour ceux qui sont sur YouTube peut-être, donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? En gros, c'est une vision dystopique de notre univers. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas les nazis qui ont perdu, c'est les nazis qui ont gagné. Donc on se retrouve avec la moitié des États-Unis qui est sous contrôle d'un Reich, enfin qui techniquement est sous contrôle des nazis, mais des nazis américains du coup. Vous avez l'autre moitié des États-Unis qui en fait sont contrôlés par l'Empire japonais. Et vous avez une espèce de zone au milieu entre les deux, qui est une zone de no man's land un peu libre, on va dire, mais qui est sous très forte tension, et où notamment sont les Noirs, parce que du coup ils se font chasser et éradiquer à vue. Joie, nazi en même temps. Hein. Coucou Nirilou, j'espère que ça va bien aujourd'hui. On est en train de papoter du coup sur le livre de En toute puissance de V6 qui est dans le chat. On est également sur YouTube, puisque du coup en fait là on est en VOD, donc parce que je fais des petites sessions VOD pour mettre toute la lecture. Et là particulièrement, c'est dans des témoignages de personnes qui ont sauvé des gens pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le régime nazi en Allemagne. Et du coup, on fait une petite aparté sur The Man in the High Castle, l'homme du haut château, qui est une nouvelle de Philippe Cadic, du coup, et qui est également une série qui a été faite sur Amazon Prime et qui est sympa. Et donc du coup là où je veux en venir, c'est que on voit justement comment est-ce que, un peu par le hasard, notamment une héroïne va se mettre en fait à se retrouver dans la résistance en fait, et va se mettre à collaborer avec la résistance contre le régime nazi américain, complètement au hasard. Non, pas américain d'ailleurs. Si, attendez, elle est aux États-Unis à la base ou elle est du côté japonais? Non, elle est du côté japonais à la base. Donc du côté empire japonais des États-Unis, et qui se retrouve donc du coup complètement contre le régime totalitaire, et qui se retrouve en fait à être complètement inclus dedans. Et un des trucs qui est super intéressant, je trouve aussi dans la série, et pourtant je n'aime pas du tout ce personnage, genre pas du tout, vous avez son compagnon qui à la base lui met des gros taquets dans les dents en mode non mais c'est trop dangereux, il faut pas y aller, il faut pas essayer d'aider la résistance, il faut pas collaborer, non, il faut rester avec le régime, il faut obéir au régime, il faut se faire tout petit. Et au final, à cause de tout ce qui va se passer dans la série, tu vois qu'il va changer de point de vue, et au contraire, il va même être un des moteurs de la révolution au final. Ce que je trouve assez intéressant, de voir comment le contexte aussi peut effectivement pousser les gens à complètement changer de position au final. Parce que ce personnage-là, au début, il n'est pas spécialement emmerdé par ce qui se passe. Du coup, il est en mode non, il faut pas agir, il faut pas bouger. À partir du moment où sa compagne commence à rentrer clairement dedans, et elle n'a pas le choix, parce qu'en fait, le premier épisode, concrètement, ce qui se passe, c'est que la sœur de l'héroïne se fait tuer, parce qu'elle bosse avec la résistance. Voilà. Donc du coup, comme c'était sa sœur, forcément, on commence à enquêter sur elle. Et on commence à lui chercher la merde. Drastiquement. Ce qui fait que cette héroïne va se mettre à faire des trucs. Et va se mettre à faire des trucs parce que clairement, elle était pas chaud du tout avec le régime autoritaire à la base. Donc c'était l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Elle voit sa sœur qui se fait tuer, je crois, en plus. Je sais plus. Enfin bref, les événements se déclenchent et elle y part. Et au début, son compagnon, qui est vraiment réfractaire parce qu'il a absolument jamais pris de trucs dans les dents, il est en mode non, on fait rien, on n'agit pas, on reste avec le régime autoritaire, ça marche. Au final, se met à complètement rentrer en résistance. Et parce qu'il va se passer des événements qui vont le pousser à ça. Et c'est super intéressant. Et au-delà de ça, vous avez d'autres personnages qui vont également rentrer en résistance, y compris quand ils sont en plein milieu du système. Et mon personnage préféré, notamment, c'est un ministre japonais, qui du coup est le gouverneur, je crois, de l'Amérique japonaise. Il me semble que c'est son rôle, et qui en fait va, au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, va se rendre compte en fait de toute l'horreur du système auquel il participe, et qui justement, par ses actions en fait, même si elles sont petites, même si elles sont pas forcément une résistance, on va dire violente contre le système, surtout que c'est lui le gouverneur,
mais en fait, il est en train de saper complètement le gouvernement autoritaire. Il est complètement en train de le défoncer de l'intérieur par des petites touches et sans vraiment même s'en rendre compte. Au final, il devient résistant du système qu'il est normalement censé être un des plus gros rouages du coin. C'est tellement génial, c'est tellement génial. Et effectivement, les personnages japonais en général, ils sont incroyables, ils sont incroyables, Enfin, cette série, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai été moins fan du côté allemand, encore que il y a des petites perles, notamment la femme du gouverneur américain. Ah, elle est trop bien, elle est trop bien, elle est trop bien, parce qu'on voit encore une fois le moment où les gens cautionnent le système, ou en tout cas ne le remettent pas en question, tant que notamment ils prennent pas de coups dans les dents et tant qu'ils n'ont pas conscience des coups que les gens prennent autour d'eux. Tant qu'ils peuvent fermer les yeux, tant qu'ils sont pas obligés de regarder face à face l'horreur de notamment ce qu'ils font, eux, ils sont en mode ouais, ça va, c'est bon, tranquille. Par contre, à partir du moment où tu le vois, que tu vois la portée de tes actes, que tu vois la portée de tes paroles, que tu le vois concrètement, tu peux plus. Tu peux plus, c'est fini en fait. Dès que tu vois ce que tu fais et que tu vois les conséquences de ce que tu fais, mais les personnages, et c'est en ça qu'ils sont super cohérents, tu vois le dégoût qu'ils s'inspirent à eux-mêmes. Tu vois à quel point d'un coup ils peuvent plus cautionner, ils peuvent plus valider ça. Et c'est tellement intéressant. Et ça me donne qu'une envie, c'est de re-regarder la série. J'ai envie de re-regarder la série, c'est abusé. Mais vraiment, The Man in the High Castle, très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, la 3e et 4e saison, j'ai beaucoup moins accroché. Parce qu'ils sont partis dans un délire très loin en fait de ce qui, je trouve, faisait la force de la première et de la 2e saison. Parce que justement, encore une fois, dans la première et la 2e saison, je trouve qu'on est vraiment très proche des personnages. Et je trouve que dans la 3e et 4e saison, finalement, on a un point de vue qui est un peu trop large. On voit un peu trop les changements d'un point de vue géopolitique, on va dire, et plus vraiment centré sur les persos. Et je trouve que ça me parle moins. J'ai été moins fan, j'ai moins accroché. J'ai moins accroché pour le coup. Les 3e et 4e saison, j'ai moins accroché. Encore que je trouve que la 4e saison, donc la dernière, est plus intéressante que la 3e. Je crois que la 3e, c'est vraiment celle où je me suis le plus emmerdé. J'ai regardé la 3e en mode allez, avance, passe à autre chose. La 4e, je reprenais un peu d'intérêt. Mais vraiment, pour moi, la meilleure, c'est première et 2e saison. Je trouve qu'elles sont incroyables. Et que la série est vraiment cool. La série est vraiment cool. Et la qualité des persos est incroyable. La qualité des personnages, les réflexions qui sont faites, tout le prisme, justement, de voir comment est-ce que les gens peuvent rentrer en résistance sans même parfois, encore une fois, rentrer dans des résistances violentes. Sans rentrer dans des résistances qui sont forcément radicales. Mais par des petits trucs, justement, ils vont réussir à rentrer en résistance. Ils vont réussir à dire au système... bah non, je suis pas d'accord en fait, ça marche pas. je valide pas. Alors je vais peut-être pas prendre une clé à molette et casser tout le système, mais tiens, là je vais glisser un truc. Là dans ce rouage là, bah tiens, je vais mettre un truc. Un petit truc, hein, mais à force, plus il y en a, ben plus tout pète. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Bref, je suis remis dans la lecture. Les chercheurs ont directement demandé quelles étaient les principales raisons pour lesquelles ils étaient impliqués. Ils ont demandé également aux sauvés pour quelles raisons ils pensaient que les sauveteurs les avaient sauvés, afin d'être au plus proche possible d'une vision réaliste de leur motivation. Selon les sauveteurs et les sauvés, les actes altruistes ont été rapportés être faits prioritairement par éthique. 86,5% selon les sauveteurs, 82,8% selon les sauvés. Décidément, excusez-moi. Puis, selon les sauveteurs, pour prendre soin d'autrui, 76,1%, et selon les sauvés, 66,7%. Par éthique universelle, 49,5%, et selon les sauvés, 29,1%. Les motivations patriotiques ont été très peu rapportées. Oh, sans blague. Peut-être parce que je dis ça comme ça, hein, peut-être parce que les motivations patriotiques sont généralement plutôt conservatrices et plutôt de droite, donc du coup plutôt du côté des fachos nazis. Peut-être, hein. Bref. Donc 8,1% selon les sauveteurs, 1,1% selon les sauvés, comme celle pour plaire à autrui, 2,7% selon les sauveteurs, 0% selon les sauvés, par intérêt personnel, 0% selon les sauveteurs, 5,4% selon les sauvés, par affinité spécifique pour les juifs, 3,6% selon les sauveteurs, 2,2% selon les sauvés, et assez peu par haine des nazis, 16,7% selon les sauveteurs, 10,8% selon les sauvés, par religion, 15,3% selon les sauveteurs, 25,8% selon les sauvés. Wow. Ça doit dépendre du roman nationaliste. Ouais, oui, mais enfin, généralement, si t'as des romans nationalistes,
t'as quand même le principe du roman nationaliste, c'est quand même de faire unité autour d'une nation, d'un groupe, contre les autres, de fait. Hein. Si tu mets en avant un roman nationaliste, de fait, de près ou de loin, tu mets en avant un groupe culturel par rapport aux autres. Quand bien même dans ton roman nationaliste, tu mets pas que votre groupe doit être au-dessus des autres et doit défoncer les autres, contrôler les autres, ou ce que tu veux, rien d'aussi violent. À partir du moment où tu fais un roman nationaliste, ça veut dire que tu mets en avant ta nation, tu mets en avant ta civilisation particulière, ton pays particulier, face à d'autres. Donc partant de là, ça va ne déboucher que sur des comportements autoritaires de droite en fait. Hein. Ça peut difficilement aller sur autre chose, tu vois. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué quand même. Pour le patriotisme, c'est vraiment un bon moyen lorsqu'on échange avec un gars d'extrême droite. On peut jouer au gros patriote, par exemple la fierté de la France, c'est vraiment la force et la puissance d'accueillir les migrants ou ce genre de truc. Ça c'est beau, ça c'est beau. Quand tu les mets devant des paradoxes qui sont là en mode ah, cassé. Soyez pas de droite, c'est pas ouf. Ouais, ça j'aime bien, j'approuve Nirilou. Meilleure phrase, meilleure phrase. Donc voilà, YouTube, retiens bien, ne soyez pas de droite, c'est pas ouf. Enfin, moi j'aurais même dit que c'est de la merde, mais valide. L'accueil migratoire et la culture cosmopolite suisse, elle a pris cher en 2014. Ouais, bah pas que en Suisse, hein, malheureusement. Je pense que pour le coup, c'est assez général. Hein, c'est assez général. C'est compliqué. Moi, je sais que ça m'arrive des fois de discuter avec certaines personnes. J'ai cru que tu allais dire de retenir que tu m'approuves. Bah, t'as pas besoin que je t'approuve en fait. Mais mais oui, j'approuve aussi Nirilou, sachez-le. Mais elle a pas besoin que je l'approuve. mais je l'approuve aussi, si vous voulez. Mais pour le coup, pour reprendre ce que je disais juste avant, le problème qu'il y a aussi, moi quand j'échange avec des gens, après j'ai réussi à faire effectivement comme dit V6, hein, j'ai réussi aussi un petit peu à faire bugger des gens, c'est quand tu mets en avant que justement la France, tout l'intérêt de la France notamment, c'est l'échange culturel constant. Le fait que justement, être français, c'est aussi pluriel, quoi. À quel point est-ce qu'on a des échanges culturels partout? À quel point, quand tu prends notre cuisine, tu prends un truc aussi con que la cuisine française, mais t'as des trucs qui viennent de partout, en fait. Dans ce qui fait aujourd'hui la cuisine française, tu as des aliments qui, si on n'avait pas fait justement des échanges avec un peu tout le reste du monde, bah en fait, on n'aurait jamais eu ça. On n'aurait jamais eu tel ou tel plat sur un truc aussi con que la cuisine. Et ça c'est d'autant plus présent si tu pars sur tous les autres éléments culturels, sociaux qu'on a. Il y a énormément de choses qui viennent du fait que justement on a des échanges constants avec tout un tas d'autres peuples qui soient plus ou moins proches. Donc du coup, à partir de ce moment-là, ben, si tu dis je suis fier d'être français, normalement tu dis je suis fier d'être un mélange de plein de trucs. Donc du coup, c'est con de vouloir dire aux autres trucs, bah non, venez pas. C'est voilà. Quelqu'un parlait de la France comme de la première créolisation européenne, le gallo-romain. Je sais plus où j'ai vu ça. Ça me dit rien, j'ai pas vu passer perso. Mais quel enfer, effectivement, un petit peu. Mais bon, bref. Je reprends. Les chercheurs ont aussi demandé les motivations des non-sauveteurs pour leurs actes de résistance, sabotage et attaque des nazis. Les motivations sont là très différentes. Le patriotisme est rapporté à 44%, puis la haine des nazis à 37,2%, et puis l'éthique à 34,9%. Alors là, ça me fait tilter pour un autre truc, du coup. Créolisation, pour moi, c'est Mélenchon. Hein. J'avoue que pour moi, le terme créolisation, je pense à Mélenchon, systématiquement. Mais après, il n'y a pas que lui qui l'utilise, mine de rien. Mais c'est vrai que ça ressort tellement souvent. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Là, il y a un truc qui me fait tilter. Les actions de sauvetage, on est globalement sur des actions qui sont non violentes. Quand vous regardez les motivations, vous avez des motivations qui sont tout sauf du patriotisme. Ou très peu. Vous prenez les actions de résistance comme du sabotage et des attaques de nazis. Donc là, on est carrément sur une action quand même qu'on peut qualifier de violente. Hein. Là, par contre, la plus grosse raison ressortie, c'est le patriotisme. On voit quand même que globalement, il y a quand même un petit truc. Hein. Quand moi je trouve qu'il y a un problème avec le patriotisme, avec le nationalisme, ce genre de choses, parce que ça pousse à la violence, bah c'est le cas en fait. C'est un exemple un peu concret pour le coup. Tu vois que les gens qui justement n'ont pas ces motivations nationalistes, pour résister, ils vont mettre en place des sauvetages. Par contre, bah
quand justement tu as un haut niveau de patriotisme, ou en tout cas que tu es un peu plus sujet à ça, c'est un peu plus prégnant pour toi, bah là, ta manière de résister, c'est d'aller rentrer dans l'art, quoi, c'est d'aller attaquer. Il y a quand même un truc, quoi. Il y a quand même un truc. Et surtout que la deuxième cause, c'est quoi? La deuxième raison, c'est la haine des nazis. On est quand même sur des valeurs qui sont, bon, pas super positives. On n'est pas trop dans le positif. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je pense que mon pays vaut mieux que le reste, d'accord? Et sinon, parce que je déteste le mec en face. Ah ouais? Cool. Cool. Allez. Très bien. Bon, au moins vous avez résisté aux nazis, mais j'avoue que on voit quand même qu'il y a un changement de raison qui me tilte. Hein. Moi, ça me trigger un peu. Hein. Moi, ça me trigger un petit peu. Au départ, il y a une réaction face à la demande d'aide qui est différente selon les sauveteurs. Les all-iners rapportent 3 orientations différentes qui font que l'individu va s'engager dans une démarche d'aide. L'orientation empathique, la principale motivation est d'ordre du ressenti empathique. D'autres chercheurs la nomment allocentrique. L'orientation normocentrique, l'altruisme provient de normes de groupe qui sont suivies par les sauveteurs, généralement des normes religieuses ou patriotiques. Et l'orientation de principe, la personne a des principes autonomes, construits par elle-même, qu'elle met à l'œuvre. Elle est nommée également par d'autres chercheurs axiologiques. À 52%, c'est une décision d'ordre normocentrique. Ils le font pour servir les principes délivrés par leur groupe, par devoir envers ceux-ci, qu'ils soient religieux, patriotiques, résistants. C'est ça que je trouve ouf. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas les opérations de sauvetage en même temps que la résistance à l'école? C'est vraiment ouf de valoriser que les opérations militaires violentes alors qu'il y a des exemples tellement pro-sociaux à disposition faits par les Français. Mais oui, bordel, ça me tue. Là, un truc qui, par exemple, on va prendre le cas concret de là, qu'est-ce qui se passe actuellement en Ukraine? En Ukraine, si vous regardez la communication du gouvernement notamment, qu'est-ce qui est mis en avant par rapport à la crise de l'Ukraine? Regardez, on a des gros muscles. Regardez, on a une belle table de grosses couilles là, on se met côte à côte là pour faire un petit conseil militaire entre couilles, et puis on va envoyer du bon gros missile dans sa gueule s'il continue à l'ouvrir le Poutine. À côté de ça, si vous regardez un petit peu ce qui se passe de point de vue local, si je prends le cas par exemple très con, hein, le cas de ma ville, et bien sur la page Facebook, la mairie en fait a mis en place des recueils de dons alimentaires, de dons de vêtements et compagnie, de couvertures, pour justement les envoyer vers les réfugiés, notamment réfugiés ukrainiens, ou carrément l'envoyer en Ukraine pour essayer tout simplement d'aider les gens, de protéger les gens, de leur offrir un soutien en termes de survie, tout ça. Qu'est-ce qui est mis en avant pour le gouvernement? C'est les grosses couilles. C'est les grosses couilles. Est-ce qu'ils mettent en avant toutes les petites actions faites par les associations, faites par les petits maires, faites par les régions pour justement envoyer des ressources? Bah quasiment pas en fait. Ouais, on va vous en parler vite fait. Il va y avoir dans le journal télévisé, on va vous dire ah oui là-bas il y a machin qui est en train d'envoyer un peu des couvertures quand même, c'est cool. Mais regardez de ce côté-là, nous avons Le Drian quand même, le grand Le Drian, qui est en train de menacer au calme Poutine de tirer des missiles nucléaires. C'est quand même plus classe, hein. C'est à ça qu'on voit qu'on est fier d'être français, hein. Le bon gros missile nucléaire, hein. Ça me tue, moi. Ça me tue. Ça me tue. C'est tellement si bien que ça de mettre des baffes, je sais pas. Enfin, faites autre chose de votre vie. Il y a plein d'autres choses à faire que de mettre des baffes. Par exemple, faire des câlins, c'est bien. Mais bon. Bref. Et effectivement, je trouve ça tellement plus beau de voir des gens qui se démènent pour aider des enfants, pour aider des gens, qui les connaissent pas, justement. C'est tellement plus motivant, je sais pas. Enfin, mais non, on va parler du gros missile. Voilà, on va parler du gros missile, on va parler des militaires qui envoient des forces, qui envoient des armes, parce que c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Bref, est-ce que vous sentez que je suis salé et anti-militaire? Est-ce que vous le sentez un peu ou pas? Ou c'est discret encore? L'altruisme est en quelque sorte modulé par le groupe qui commande l'aide. Par exemple, certains répondent simplement à l'autorité de leur groupe. Une sauveteuse allemande, très religieuse. Mon mari m'a appelé au bureau de la paroisse. J'attendais alors mon 8e enfant. Waouh! 8e enfant! La femme du professeur T était sur place et a déclaré qu'elle était venue à cause des 2 juifs qui étaient pourchassés comme des pauvres animaux, fuyant la chasse. Pourrait-il venir cet après-midi, même, pour rester avec moi? J'ai dit oui, mais le cœur gros, à cause de l'enfant que j'attendais. K est arrivée à midi. Elle était un paquet de nerfs. Ils sont restés 3 semaines. J'avais peur. Interrogée sur les principales raisons de son implication, elle a déclaré « On ne peut rien refuser à une personne qui se préoccupe du sort des autres ». La personne dont elle s'inquiétait n'était pas l'un des juifs, mais son mari et la femme du professeur. Sauveteur et résistant polonais.
Ce n'était pas une activité personnelle, individuelle. J'avais des ordres de l'organisation. En aidant ces personnes, je me servais moi-même, car cela affaiblissait les Allemands. C'était un acte de coopération, une coopération militaire. Ah, c'est très très discret. Oh, ça va, c'est bien. Tranquille. Si c'est discret, c'est que ça va. Ça me tue, ça. Oh là là. Les gens qui font ça, mais par obligation de groupe. Mais c'est pas étonnant, hein. Mais ah, ça. Bref. 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 Cependant, ces commandes auxquelles ils disent oui ne sont pas forcément une soumission à l'autorité de leur groupe. Cela peut se faire selon des principes du groupe très intégrés en eux, à motivation identifiée, ouverte ou intégrée, qui sont tout aussi opérants même quand personne ne leur demande quoi que ce soit. Sauveteur et résistant hollandais. Ce n'est pas parce que j'ai une personnalité altruiste qu'il l'a sauvé, enfin qu'il a sauvé des gens. C'est parce que je suis un chrétien obéissant. Je sais que c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Je sais cela. Le Seigneur veut que tu fasses du bon travail. À quoi bon dire que vous aimez votre prochain si vous ne l'aidez pas? Il n'y avait jamais eu aucune interrogation à ce sujet. Le Seigneur voulait que nous sauvions ces personnes, nous l'avons fait. Nous ne pouvions pas laisser ces gens aller à leur perte. Bah, après, c'est intégré, hein, c'est au moins ça. Là, déjà, ça me dérange moins. Je trouve ça quand même triste que la personne, sa motivation à aider, c'est qu'elle se dise « mes convictions me disent que c'est ça que je dois faire », mais que ce soit pas plus que ça. Moi, ça me perturbe, hein, mais au moins, c'est mieux que je l'ai fait, mais parce que Jean-Michel me l'a demandé. Non, eux qui souffrent, non, je m'en fous. Mais machin, il me l'a demandé, alors je le fais. Ça, vraiment, ça me trigger de ouf. Ça me trigger de ouf. Ici, la personne applique ses principes à sa vie, sans que ce soit activé par une demande externe. Le « aime ton prochain » est appliqué avec une rigueur personnelle, et non par une injonction ou une introjection. L'orientation peut changer durant l'événement. Ci-dessous, voici des personnes qui ont dit « oui » par orientation normocentrique, et qui finalement prennent des initiatives motivées par empathie. Je pense que tout a commencé dès le début de la guerre. Les Allemands ont beaucoup bombardé Rotterdam, et les enfants rescapés ont été envoyés dans les foyers. Nous avons eu un garçon de l'âge de ma fille. Il était avec nous pendant longtemps. Il n'était pas juif. En 1942, une femme est venue nous voir. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que nous avions un garçon de Rotterdam, et a demandé si cela nous dérangerait d'en avoir un autre. Ma conjointe a accepté. Mais ensuite, la femme a dit que le garçon était juif, et ma conjointe a donc dit qu'elle devait d'abord en parler avec moi. Quand je suis rentré à la maison à minuit, nous en avons parlé, et j'ai accepté. Le petit garçon, âgé de 3 ans, souffrait d'asthme, mouillait le lit. Ma femme n'arrêtait pas de dire « Je suis tellement contente d'avoir eu ce garçon, et pas quelqu'un d'autre. » Et puis le petit garçon a continué à parler de sa sœur. Alors, j'ai commencé à fouiner, puis à découvrir où elle était. Elle n'avait qu'1 an et demi. J'ai décidé que ses enfants ne devaient pas être séparés. Je l'ai ramené à la maison. Quand le petit garçon avait 5 ans, quelqu'un de l'église est venu nous presser d'envoyer le garçon à l'école du dimanche. Nous en avons parlé, nous avons décidé que nous avions l'obligation de sauver ses enfants, pas de les convertir. Nous n'avions pas ce droit. De plus, nous les aurions rendus confus. De cette façon, ils pourraient retourner chez leur mère avec leurs propres croyances, leur propre religion. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Je sais pas qui tu es Jean-Michel, mais tu es quelqu'un de beau. C'est quand même... Ces témoignages ils sont beaux, hein, en vrai. Bon, le témoignage au-dessus un peu moins, mais... mais celui-là il est beau, il est très beau. On voit que même si au départ la motivation est peut-être de l'ordre d'identification au groupe qui demande, ensuite, cette motivation a ensuite été totalement autonome et autodéterminée par leur réflexion et leurs principes personnels. Il s'agit d'une motivation profondément intégrée, chercher à réunir la fratrie, décider qu'ils n'ont pas à convertir des enfants sauvés. Personne ne les a poussés à cela, de près ou de loin. C'est vraiment cool. Ils sont magnifiques ceux des sauveteurs autodéterminés, mais ils sont incroyables, ils sont incroyables. L'orientation empathique a motivé les actes d'aide de l'échantillon à 37%. Ces sauveteurs ont été touchés par la souffrance d'autrui et y répondent. Parfois, les situations comportent des signaux propices à déclencher une empathie très forte. Une sauveteuse polonaise. En 1942, je rentrais de la ville. J'étais presque chez moi lorsque M est sorti des buissons. Je le regardais en tenue de camp rayé, la tête nue, chaussé de sabots. Il aurait pu avoir environ 30 ou 32 ans, et il m'a supplié, ses mains jointes comme pour une prière. Il s'était échappé de Majdanek, un camp de concentration et d'extermination. Pouvais-je l'aider? Il joignit ses mains de la sorte, s'agenouilla devant moi et dit « Tu es comme la Vierge Marie. » Cela me fait encore pleurer. Si je parviens à Varsovie, je ne t'oublierai jamais. Comment ne pas aider un tel homme? Je l'ai donc ramené à la maison. Je l'ai nourri parce qu'il avait faim. J'ai chauffé l'eau pour qu'il puisse prendre un bain. Je ne devrais peut-être pas en parler, mais je l'ai brossé, je l'ai rincé, je lui ai donné une serviette pour se sécher.
Je l'ai ensuite habillé, avec les sous-vêtements de mon mari, une chemise, une cravate. Je devais le faire pour lui, parce que je ne savais pas s'il pouvait le faire pour lui-même. Il frissonnait, pauvre âme, et moi aussi je frissonnais d'émotion. Je suis très sensible et émotive. Des fois, les signaux de souffrance sont moins visibles. Un sauveteur polonais. En novembre 42. J'ai placé une annonce dans le journal, parce que je cherchais une femme de ménage. La troisième femme que j'ai reçue en entretien avait une apparence vraiment juive. Je me souviens plus de notre conversation maintenant, mais je savais que je ne pouvais pas la laisser sortir dans la rue car elle se ferait prendre immédiatement. J'ai vérifié certaines références sur elle, parce que je voulais m'assurer qu'elle n'était pas impliquée dans aucune activité politique. C'était ma principale préoccupation. Je me suis dit, je suis marié, j'ai un enfant et j'ai moi-même des problèmes. Je vis ici, sans être inscrit. Je commerce illégalement. Je suis un officier de réserve. Comment puis-je laisser partir cette femme ? Ma conscience me disait qu'elle serait condamnée à mort, à cause de son apparence. C'était la seule raison pour laquelle j'ai aidé. Je pouvais pas laisser ça arriver. Si quelqu'un m'avait dit avant les entretiens que j'allais prendre une femme juive comme femme de ménage, j'aurais dit qu'il était fou. Ok. Perso, à chaque fois que je les relis, ça me redonne de la force. Bah, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Et là, typiquement, en plus, vous voyez justement le conflit interne. Dans celui-là, le dernier, là, pour le sauveteur polonais, on voit le fait qu'à la base, il se dit sur le papier, non, il faudrait pas. Faut que je fasse attention. Ouais, mais si elle part, elle va se faire tuer. Je peux pas la laisser partir. Bon, bah, je la recrute. Voilà, point. C'est intéressant, c'est beau en vrai. Encore une fois, c'est mine de rien, c'est beau. Les motivations empathiques, en quelque sorte, obligent. En effet, les personnes rapportent souvent le devoir, l'obligation face à la souffrance qu'ils perçoivent ou qu'ils imaginent possible. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Comment j'aurais pu refuser ? On n'avait pas le choix. C'est une obligation perçue instantanément, liée aux émotions empathiques. Cependant, cela implique une situation où l'empathie peut naître, donc elle est légèrement dépendante des événements que la personne peut rencontrer. Tout comme l'orientation normocentrique est dépendante de la vie du groupe, de la communauté d'appartenance. Cependant, c'est une preuve que la personne ne bloque pas son aversion à la souffrance. Blocage pouvant apparaître comme on l'a vu chez les sujets obéissant à l'expérience de Milgram, tout particulièrement chez les profils à ORWA, qui ont tendance à inhiber leur empathie, surtout lorsqu'il s'agit d'un exogroupe. RWA, pour ceux qui ne savent pas, c'est le right-wing autoritarisme, un truc comme ça. En gros, c'est une échelle qui vous permet de savoir si vous êtes de droite autoritaire, quoi, pour simplifier facilement. D'ailleurs, on a V6, peut-être qu'elle en parlera mieux. Peut-être qu'elle en parlera mieux. D'ailleurs, je me permets de rappeler que vous avez une commande incroyable, que en plus maintenant vous voyez sur YouTube. Donc je vais me permettre de la faire. Hop là. Là, vous avez quelque chose de vachement bien. Vous avez le premier lien qui est mis, qui est Hacking Social, le blog, avec plein de ressources et avec notamment en toute puissance. Et après, vous avez Horizon Gull, la chaîne YouTube, où en ce moment est en train de sortir un magnifique dossier sur l'autoritarisme de droite. Oui, c'est bien du coup, c'est adapté. D'ailleurs, je pense qu'on va en regarder la semaine prochaine. On va commencer à en regarder un petit peu. Parce qu'il y a 3 vidéos, je crois, de sortie. 2 ou 3 vidéos de sortie sur 5. Donc on va commencer à regarder un peu le dossier qui est fait sur l'autoritarisme. Je suis sûr que ça va nous mettre de bonne humeur. Sûr et certain. C'est ça, oui voilà. Et la semaine prochaine, on a la suite. C'est vrai, la semaine prochaine, on a la suite. Autoritaire de droite. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Je reprends. L'orientation le plus hors norme selon les Holleiner est celle des principes. D'autres chercheurs la nomment axiologique. 11% de l'échantillon en fait preuve. C'est une motivation qui n'est pas en lien avec la fidélité aux valeurs d'un groupe d'appartenance, ni dépendante d'événements et de situations, mais connectée à des principes personnels, élaborés en soi-même. C'est le même processus que l'on a vu chez Snowden, lorsqu'il a commencé à prendre conscience de la vérité. Ces principes reposent sur une éthique d'aide à autrui, sur la notion de justice. Souvent, les sauveteurs de cette catégorie prennent l'initiative de l'aide pour répondre à leurs principes, sans même avoir vu auparavant des situations difficiles, ni connaître l'univers des cibles. Comme ils aident en accord avec leurs principes, ils sauvent des personnes avec qui ils n'ont aucun lien affectif. Parfois, ils ne s'entendent même pas personnellement avec elles. Il n'y a pas besoin de connexion empathique ni d'affection. Ils ne placent pas les personnes selon une échelle de valeurs, s'occupant tout autant de l'inconnu que du proche. Leur éthique est tellement au-dessus de tout que pour aider, ils peuvent être amenés à mettre leur propre famille en danger. Le témoignage ci-dessous. C'est pourquoi d'autres chercheurs, Susanna Smolenska et Janusz Rejkowski, peut-être plutôt, dans Embracing the Others en 92, placent moins cette orientation sur un pédestal étant donné qu'elle peut être froide et distante, menant à des actes dont l'éthique porte à débat et était discutable.
Louisia, sauveteuse hollandaise qui a hébergé de nombreux juifs. Nous avons vu une grosse voiture à l'avant. Nous savions que c'était des Allemands. C'était une grande Ford officielle. Tout le monde a couru par la porte arrière et dans le tunnel et a disparu avec mon mari. Mais nos enfants et les enfants juifs faisaient la sieste à l'étage. Je savais que nous ne pouvions pas tous courir. Je suis resté parce que j'étais la dernière de toute façon. J'ai pris les papiers, les dossiers sur les personnes qu'elle cache. Et je les ai mis dans le pull que portait mon fils de 9 ans. Je lui ai dit quelque chose de terrible à dire. Essaye de sortir d'ici doucement et de disparaître avec les papiers. Il a dit oui. Ça, c'est vrai que niveau, niveau sécurité des enfants, écoute gamin, va dehors tout seul et planque tout ça. T'as 9 ans, non mais vas-y, j'ai confiance en toi. Mais après, il faut en placer le contexte que, bah, en fait, il y a pas vraiment grand-chose de bien à cette époque-là, hein. Donc malheureusement, on fait ce qu'on peut, quoi. C'est vrai que c'est un peu moins un peu moins safe. C'est un peu moins rassurant par rapport à ton propre gamin. Elle a été interrogée par les Allemands. Sans m'arrêter, je niais que je savais quoi que ce soit. Je devais le faire. Je devais sauver toutes ces personnes, et je devais sauver mon propre mari. À d'autres moments, des personnes de sa famille s'inquiètent, mais elle persiste néanmoins. Ma mère m'a dit « Je ne pense pas que tu as le droit de faire ça, sauver des juifs. Votre responsabilité est de veiller à la sécurité de vos propres enfants. » Je lui ai dit qu'il était plus important que nos enfants aient des parents qui ont fait ce qu'ils estimaient devoir faire, même si cela nous coûtait la vie. Ce serait mieux pour eux. Ils sauraient que nous aurions fait ce que nous pensions devoir faire. C'était mieux que de penser d'abord à notre propre sécurité. Cette éthique qu'elle porte est universelle. Nous avons aidé des personnes dans le besoin. Qui ils étaient était absolument sans importance pour nous. C'est pas parce que nous aimions particulièrement les juifs, nous sentions que nous voulions aider toutes les personnes en difficulté. Son altruisme concerne véritablement tout le monde. Ici, elle s'abstient de juger les personnes qui n'ont pas agi de la même manière. Les gens parlent souvent durement de ceux qui n'ont pas aidé. Je pense pas que ce soit juste. Je trouve pas cela si courageux d'aider. Pour certaines personnes, ça va de soi. Pour d'autres, c'est pas évident qu'elles puissent le faire d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons jamais condamné ces personnes, même des amis à nous qui ne l'ont pas fait. Ils ne pouvaient pas, et nous le pouvions, pour une raison quelconque. Encore une fois, ils sont beaux les témoignages. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Par contre, ça fait longtemps pour la VOD. On va couper la VOD ici. Petite fougère de YouTube. Et ben c'est la fin pour cette VOD là. On s'arrête là pour cette fois-ci. J'espère que tu as passé un bon moment sur cet épisode. N'hésite pas évidemment à commenter, à rajouter des questions, à partager des choses qui peuvent te faire écho. N'hésite pas à rejoindre les réseaux également, Twitter par exemple, MXPortac. Bah, vas-y, je suis bien, je publie des photos de chats. Il faut absolument me suivre, hein, du coup. Photos de chat, c'est trop bien. N'hésite pas non plus à venir sur Guilded, hein, on y est bien. Et puis bah des bisous. Ciao ciao ciao.